Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à chacun et à tous sur votre matinale. Nous sommes le mercredi 13 mai 2026. Bienvenue à chacun et à tous. L'information, elle est sacrée par ici. Et pour ouvrir cette émission officiellement, c'est bel et bien le bulletin d'information. Et ce sera une signature de Général Afouda Mossi Agboka. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureuse de vous savoir au rendez-vous. Première destination de ce bulletin, Abomey, où s'est ouvert depuis ce lundi un séminaire organisé par la HAC. Les conseillers de l'institution y évaluent la couverture médiatique des élections générales de 2026, notamment les actions de communication, objectifs en tirer des enseignements. Le point, ce sera avec Pierrette Adin aussi et Canel Capo. Regardez. À ce séminaire d'évaluation, des responsables de la HAC, de la Sénat et des associations fêtières de la presse. Ces acteurs impliqués dans le processus électoral examinent le dispositif mis en place par la HAC pour l'encadrement de la couverture médiatique des élections générales de 2026. Le séminaire qui nous réunit aujourd'hui constitue à cet effet un cadre privilégié pour porter un regard critique sur les dispositifs mis en œuvre, apprécier leur efficacité, identifier les insuffisances et capitaliser les bonnes pratiques. Au cours des travaux, les différentes étapes ayant marqué la préparation, l'organisation et la couverture médiatique des élections générales de 2026 sont passées en revue. La HAC a, conformément à sa mission constitutionnelle, mis en œuvre plusieurs mécanismes de régulation, de suivi et d'encadrement des médias publics et privés afin de favoriser une couverture médiatique responsable du processus électoral. Il convient de noter avec satisfaction que cette qualité d'organisation a été saluée par plusieurs missions d'observation électorale, tant nationales qu'internationales, confirmant ainsi la place du Bénin comme référence démocratique dans la sous-région. Au terme des 72 heures que durent les travaux, les échanges doivent permettre de formuler des recommandations pertinentes pour améliorer la gestion des prochaines campagnes médiatiques électorales. Un mois présent sur la célébration de la journée de l'Europe, la délégation de l'Union européenne au Bénin a célébré l'événement par anticipation. Une réception officielle organisée autour du thème « Défendre l'Europe, c'est défendre la paix, la stabilité et nos valeurs ». Heureuse d'Anondé pour le reportage. Autour de l'ambassadeur de l'Union européenne près le Bénin, plusieurs personnalités, dont les représentants des 5 États membres de l'Union européenne accrédités au Bénin, ont pris part à cette célébration de la journée de l'Europe. Placée sous le thème « Défendre l'Europe, c'est défendre la paix, la stabilité et nos valeurs », cette édition intervient dans un contexte international marqué par la guerre en Ukraine et les tensions sur les démocraties dans plusieurs régions du monde. Ensemble, nous sommes l'équipe Europe au Bénin. Ensemble, nous travaillons chaque jour pour un partenariat fort et ambitieux entre l'Europe et le Bénin pour défendre et promouvoir la paix, le règlement pacifique des différends, le multilatéralisme, la démocratie, les valeurs universelles de la Charte des Nations Unies, les droits humains, mais également l'éducation, la culture et l'emploi des jeunes. Ce sont les valeurs au cœur de l'Union européenne. Au Bénin, une nouvelle séquence politique est sur le point de commencer. L'Union européenne est et restera un partenaire fiable, efficace et dans la durée du Bénin. Un partenariat basé sur la coopération, le développement et le dialogue diplomatique. L'Union européenne demeure un partenaire fiable, solidaire et engagé aux côtés du Bénin. Au-delà de son statut de premier partenaire financier et commercial du Bénin, c'est surtout l'esprit qui anime cette coopération qui mérite d'être souligné. Un esprit de co-construction, de transparence et de recherche d'impact concret, mesurable et durable au bénéfice direct de nos populations.
Cette réception officielle marque les 76 ans de la déclaration Schuman du 9 mai 1950, considérée comme l'acte fondateur de la construction européenne moderne. Elle a pris fin par diverses distinctions. La santé des végétaux est également au menu de ce secteur. Source de vie, les plantes représentent près de 80% de notre alimentation. Et pourtant, chaque année, les organismes nuisibles détruisent jusqu'à 40% des cultures dans le monde. Face à une telle menace, l'Organisation des Nations Unies a proclamé le 12 mai, Journée internationale de la santé des végétaux, une occasion pour sensibiliser et préserver ces ressources indispensables à la sécurité alimentaire. Le point avec Amandine Niambossou. Surtout transmettre l'histoire de l'Afrique sans en perdre l'authenticité. Le défi est aujourd'hui relevé par une nouvelle génération de passionnés qui misent sur des outils digitaux pour valoriser les récits du continent. Applications mobiles, contenus audio et jeux interactifs, les traditions africaines trouvent de nouveaux espaces d'expression tout en conservant leur essence. Suivez plutôt. Au cœur du marché des arts, chaque objet est silencieux, mais pas muet. Derrière le bois sculpté, le bronze patiné ou les tissus ancestraux se cachent des récits, des héros, des mémoires, des histoires africaines parfois mal racontées, parfois méconnues, mais jamais oubliée. C'est ici, entre tradition et transmission, que nous croisons Muriel. Elle observe, touche, interroge, non pas pour acheter, mais pour raconter l'histoire que renferme chaque objet d'art. On dirait un peu le truc dans lequel on transportait les rois à l'époque. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. D'accord. À la main aussi, au Bénin ici. Muriel est la coordinatrice de Labari, une application mobile africaine qui redonne vie aux histoires du continent. Son pari, faire voyager les récits africains à travers les langues locales sous un format audio. Nous prenons en compte d'abord les réalités locales, après les besoins du public et surtout la disponibilité de narrateurs compétents pour transmettre et partager ces histoires-là de manière qualitative. Cette application vise aussi à concilier tradition et technologie afin de mettre en expansion notre patrimoine culturel. Un patrimoine culturel qui se digitalise certes, mais qui reste fidèle à l'authenticité de l'histoire. Pour recenser ces données, l'équipe de Muriel se rend auprès de différentes sources dans diverses contrées du Bénin. Par exemple, nous avons eu à produire une histoire par épisode qui parle des rois du Dahomey. Ce récit nous a été produit directement par les conseillers des différentes familles royales d'Abomey. Mais à part cela, nous travaillons aussi avec des conteurs et des narrateurs professionnels. Mais connaître l'histoire, ce n'est pas seulement l'écouter. Ces jeunes que nous retrouvons en plein briefing en sont conscients. Prince Élu et ses coéquipiers ont développé l'application The Griot. Leur plateforme prend la forme d'un jeu de puzzle interactif. C'est un jeu qui mène les utilisateurs sous des puzzles qui sont constitués à base des images à valeur culturelle, que ce soit des lieux touristiques, des monuments et tout, où ils sont appelés à constituer ces puzzles-là. Mais derrière, à chaque puzzle qui est joué, c'est l'histoire qui est derrière l'image qui est valorisée. Le but du format, par exemple, jeu de société, c'est de permettre à des gens de former des équipes, qu'ils soient sur place dans un même lieu ou même un peu partout dans le monde, de former des groupes ou même de jouer à titre personnel et de voir d'autres utilisateurs jouer le même jeu et de voir leur classement en temps réel sur le jeu. En jouant, l'utilisateur découvre, apprend, mémorise. Une nouvelle façon de transmettre l'histoire ludique et immersive, fidèle à l'esprit du griot moderne. Quand l'art rencontre le digital, la tradition ne disparaît pas, elle se transforme. Labari et The Griot en sont la preuve. Deux plateformes, deux approches différentes, mais une même ambition: faire vivre l'héritage culturel africain à l'ère du numérique.
Le Bénin, capitale circonstancielle de l'expertise comptable, Cotonou accueille la première session des journées techniques du cursus d'Ecofi UEMOA destinée aux experts comptables stagiaires de 3e année. Une rencontre qui réunit en présentiel mais aussi en ligne des participants venus des pays de l'UEMOA autour des enjeux majeurs de la profession. Blaise Adampo et Françoise Issou nous en disent plus dans ce reportage. Le rendez-vous est important pour les futurs experts comptables de l'espace UEMOA. La première session des journées techniques du cursus d'Ecofi, entendez, diplôme d'expertise comptable et financière. Elle représente une étape clé dans le parcours des futurs experts comptables appelés demain à accompagner les entreprises et les institutions dans un environnement marqué par des normes de plus en plus exigeantes. Vous vous êtes engagés comme nous-mêmes sur le chemin de la formation professionnelle en vue du rayonnement de notre profession. Ce chemin, c'est le chemin du sacrifice personnel, de l'investissement financier, de l'investissement humain. C'est un chemin exigeant. Ici, les travaux abordent plusieurs thématiques majeures. La responsabilité de l'expert comptable, la fraude, le financement du terrorisme, les missions spécifiques du commissaire aux comptes et les examens limités. Ces journées techniques donc sont là pour rappeler que la compétence ne suffit pas. Je veux dire, le diplôme ne suffit pas. Ce qui fait un grand expert comptable, c'est à la fois la compétence et les pratiques professionnelles. J'insiste beaucoup là-dessus. Et pour avoir ces pratiques, obligatoirement, les 2 ans doivent être faits dans un cabinet. Dans un contexte de digitalisation des métiers et d'évolution constante des règles internationales, ces journées apparaissent comme un véritable laboratoire de transmission d'expériences entre professionnels et stagiaires. Allons à présent à la rencontre d'un jeune infirmier passionné de photographie médicale. Entre blouse blanche et objectif photo, il immortalise les moments forts au bloc opératoire afin d'humaniser le domaine. Tout ceci dans le respect strict des procédures hospitalières. Christelle Tongodo, Katelnda Macleod Adam Oussoli. Infirmier depuis plusieurs années, Estras Fabi a trouvé un autre moyen de soigner, la photographie médicale. Tout est parti d'abord de la passion que je nourris pour la photo. Et le déclic est parti à cet instant-là où j'ai mis pied au bloc opératoire et j'ai vu des scènes, la manière dont les chirurgiens opèrent, la manière dont on prend soin, comment on travaille en équipe. Tout ce balai-là m'a poussé à avoir l'envie de capturer ces moments. À travers ces clichés, il expose des pathologies et révèle des réalités hospitalières souvent ignorées. Ces photos servent à mettre la lumière sur les soignants qui, chaque jour, œuvrent pour le bien-être des patients. Ça permet d'humaniser le milieu sanitaire. Un enfant qu'on reçoit à l'hôpital avec des produits domestiques, assistants domestiques à la maison, qu'on reçoit, par exemple, avec ces photos, on peut sensibiliser. Ces photos-là peuvent être utilisées à des bosses scientifiques, c'est-à-dire lors des congrès. Par exemple, les étudiants me contactent par exemple, pour des photos, pour leur soutenance. Dans son centre de santé, son initiative force le respect, une démarche encadrée menée dans le strict respect de l'éthique médicale. C'est sa façon de communiquer avec nous. C'est-à-dire, il ne vient pas en tant que je suis photographe, je vais prendre telle image. Non, il négocie. Et puis à un certain moment donné, il a dit il faut qu'il aille voir le DG pour permission officielle. Du coup, il a respecté un certain nombre de procédures. Il partage un peu notre intimité à la population. Il fait voir à la population comment les choses se font, par exemple, au bloc opératoire ou dans les autres services à l'hôpital. Ça leur permet au moins de s'imprégner un peu de comment ça se passe entre médecins, entre personnel soignants. Entre blouse et appareil photo, ce jeune infirmier raconte la médecine sans filtre, des images fortes qui informent, sensibilisent et donnent un visage humain au quotidien hospitalier.
Voilà qui vient mettre un terme à ce bulletin. On espère que vous avez apprécié. Passez une très bonne journée. Alain, c'est à vous. Merci, Général Afoura Mossi Agboka. Bonne journée à vous également. Allez, bonne suite. Bonne suite. Allez, mesdames, messieurs, nous allons continuer cette émission et le chapitre 2, c'est bel et bien Instant politique. Nous allons installer, voilà, j'y arrive, notre invité avec ce tapis. En tant que médias, nous jouons un grand rôle dans le débat public. Nous permettons aux uns et aux autres de s'exprimer, de confronter leurs idées et de tirer des conclusions qui pourront être utiles aux populations et au pouvoir public. Mais depuis, avec la réforme du débat public qui installe confortablement la trêve politique, quel pourrait être le rôle des médias? Pour commencer ce débat, mesdames, messieurs, en attendant de vous introduire mon invité, je voudrais qu'on suive ensemble ce reportage de Ghislaine Ademi où le président de la HAC intervient notamment sur ce qui pourrait être le rôle fondamental de la presse en général et des médias en particulier en période de trêve politique. Moment de retrouvailles, de partage et de convivialité entre professionnels des médias, mais aussi occasion de rappel de l'importance de la célébration au plan mondial de cette journée qui attire l'attention sur les défis actuels. Le droit de parler librement, de toute sécurité comme la liberté d'expression, nous sommes un droit fondamental, mais ce n'est pas un acquis partout dans le monde. Dans l'agenda politique des prochaines années, le Bénin introduit la trêve politique. Pour réussir leur mission, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication invite les médias à repenser leur rôle dans la vie de la nation. Désormais, il y a trêve politique. Et vous savez très bien que la HAC ne laissera pas les médias se substituer aux politiques. Ce n'est pas le rôle des médias de remplacer les politiques pour créer la polémique politique. La politique a été pour une bonne part notre fonds de commerce. Ce fonds de commerce qu'on veut geler, comment nous allons faire? C'est une réflexion que nous devons mener ensemble. Il ne s'agit pas du tout, la trêve politique, comme l'a dit son inventeur, le président de la République, il ne s'agit pas de ne pas critiquer, de ne pas dire ce qui est. Bref, nous avons du pain sur la planche. Et pour les futures célébrations de la Journée internationale de la liberté de la presse, le président de la HAC nourrit le rêve de recevoir les professionnels des médias dans le cadre qui leur est dédié, la Maison des médias. Et voilà qui plante le décor. Alphonse Moïse Soudé, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour à vous, chers confrères. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quelles sont vos premières impressions quand vous suivez le président de la HAC? Moi, je suis heureux que le président de la HAC ait reconnu que pendant longtemps, il y a eu un rapport incestueux entre les médias et les hommes politiques. Aujourd'hui, quand on a décidé de mettre les choses à l'endroit, il faut d'abord une certaine sensibilisation parce qu'on ne se lève pas du jour au lendemain pour arracher à un enfant le beefsteak dont il a profité pendant des années. On a parlé de trêve politique, mais cela ne veut pas dire que la presse ne va pas évoluer. La presse va évoluer et je crois que la HAC a un grand rôle à jouer parce que l'un des rôles de la HAC, c'est d'abord la régulation, c'est la protection et la veille au respect des règles d'éthique et de déontologie. Donc cela revient à dire que la HAC a un rôle de formation parce que les gens entrent dans la presse comme ils veulent, quoi. Et puis tout le monde se fait appeler journaliste sans véritablement maîtriser les rouages de la profession. Aujourd'hui, vous allez constater, moi je suis heureux parce que quand vous vous levez les matins, vous prenez la plupart des journaux, vous allez voir des titres siamois. C'est-à-dire qu'un homme politique a fait son activité, il sort le pécule et une vingtaine, voire une trentaine de journaux vous donnent le même titre. Donc ça pose un problème, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? C'est vrai qu'avant de parler de trêve, c'est qu'il y a guerre, c'est qu'il y a eu mésentente. Moi je ne comprends pas réellement l'opportunité de la trêve politique si tant est que dans la constitution du Bénin, on dit que les partis politiques animent la vie politique. Est-ce qu'on veut dire désormais que pendant 6 ans, il n'y aura plus d'activité politique? Moi, ça me pose un problème de terminologie. Parce que ça contraste. Et il va falloir
que ce soit au niveau de la Cour constitutionnelle, ou bien de l'Assemblée nationale, ou bien du gouvernement, que nous ayons quand même une loi de cadrage. Parce que ça va aller dans tous les sens. Il faut un décret d'application pour qu'on sache qu'est-ce que cela implique, l'attrait politique. Est-ce que désormais, sur les plateaux de télévision, on ne va plus faire des débats contradictoires, parce que la presse a pour rôle d'informer et d'éduquer. Et pour informer, il faut qu'il y ait la pluralité des opinions. On ne peut pas demander à tout le monde de devenir des communicants. On ne peut pas être le relais des activités du gouvernement. Il faut que des gens puissent se lever pour dire ce qui a été fait est bon, mais ceci n'a pas été bien fait. On a la possibilité d'améliorer. Mais si on demande un certain unanimisme dans la gestion du pays, moi, ça va poser un problème. Et 6 ans plus tard, on va se rendre compte que tout le monde est rentré dans le rang. Certains, ils sont entrés par hypocrisie, mais ceux qui ne sont pas d'accord vont rester à la touche et ça va poser un problème. Donc, il faudrait un recadrage. Il faut que les notions soient clairement expliquées, définies pour qu'on comprenne. Parce que quand on dit trêve, c'est comme si, bon, il n'y a plus de partis politiques. Oui, la Constitution est claire. Alphonse Moïse Soudé, le président de la HAC, pose bien les jalons. Il dit que l'institution ne va pas admettre que les journalistes que nous sommes se substituent aux politiciens pour faire les débats politiques. Mais alors, est-ce que quelque part, il ne va pas manquer quelque chose dans l'environnement de la presse quand on sait que les débats publics, donc les débats politiques, alimentent nos plateaux, nos studios et font quand même, suscitent l'intérêt de ceux qui nous écoutent et de ceux qui nous suivent. Mais oui, c'est à travers les hommes politiques parfois que nous prenons connaissance de ce qui est fait sur le terrain. Honnêtement, un journaliste ne peut pas parcourir tout le territoire, mais quand vous recevez un homme politique sur votre plateau, il vous dit ce qui se fait. S'il est de la mouvance, il vous dira ce qui se fait. Mais il y a que des gens aussi sont allés sur le même terrain que lui et qui ont constaté que ce qu'il dit n'est pas ce qui se remarque sur le terrain. Donc moi, je crois que le rôle de la HAC, ce n'est pas de la coercition. Ce n'est pas de créer une peur artificielle dans la tête des confrères. Ce n'est pas la peine. Il faut d'abord que le gouvernement même aussi mette à disposition les informations. Quand les gens viennent dire des contre-vérités, c'est que l'information réelle n'existe pas. On n'a pas accès à l'information. Parce que moi, je suis d'accord qu'on puisse nettoyer la profession, ceux qui vivent de la politique, mais il faut leur donner les moyens. Depuis quand la HAC a-t-elle encore organisé des formations? Parce que c'est ça le problème. Il y a beaucoup d'étudiants parce qu'ils ont de la plume, parce qu'ils ont le verbe. On les recrute pour faire office de journaliste. Mais ils ne sont pas formés à l'éthique et à la déontologie. Ils exercent une profession dont ils ne maîtrisent pas les normes. Donc je crois qu'en amont, il faut d'abord former les gens. Il faut insister pour que dans les rédactions deviennent de petites écoles où on puisse former les gens. Parce que celui qui n'est pas formé, qui ne connaît pas les règles de la pratique, forcément, il va aller à l'encontre des principes qui régissent la profession. C'est vrai que pendant longtemps, la plupart de nos confrères sont devenus des communicants. Disons les choses clairement. Les points focaux et puis... le journaliste informe. Le journaliste n'est pas là pour farder la vérité, il n'est pas là... Il n'a pas de parti pris. Il n'est pas là pour présenter la belle image de ce qui est mal fait. Il donne l'information, quitte à ceux qui l'écoutent, à ceux qui le suivent, de se faire une opinion de la réalité. Mais quand lui vient déjà avec une information fabriquée, ça pose un problème. Donc il y a des préalables. Moi je dis que ce soit au niveau du gouvernement qui doit prendre un décret d'application où les choses sont clairement définies par rapport à la traite politique. Il n'y a que dans la Constitution, il y a contraste. On dit que les partis politiques animent la vie politique. Mais d'un autre côté, on vient nous dire désormais qu'il y a traite politique. C'est comme si les hommes politiques ont empêché le gouvernement, pendant les 10 ans qu'ils sont en train de finir, d'accomplir son projet de société. Parce que quand on dit trêve, c'est qu'on a montré les limites. Les hommes politiques n'ont pas permis au pays d'avancer. Il est dit que la critique n'est pas interdite, mais il faut faire des propositions. Ça, c'est ce qui concerne les hommes politiques. Maintenant, revenons dans la presse. À votre avis, Alphonse Moïse Soudé, dans ce contexte-là, comment est-ce que la presse va se réinventer, puisque c'est ce à quoi elle est invitée? Non, la presse, le problème, c'est quoi? Quand vous décidez d'être analyste politique, on ne vous demande pas d'invectiver. Vous posez le problème et vous proposez des solutions. Il faut toujours une alternative. Quand je vois des gens critiquer sans pouvoir dire ce qu'il faut faire pour améliorer, parce que l'objectif de la trêve politique, c'est de permettre au pays d'évoluer. On ne vous empêche pas de critiquer, je suis d'accord. Mais encore faudrait-il avoir un certain bagage intellectuel pour pouvoir faire des propositions. Désormais, ça va demander un travail supplémentaire. Ceux qui n'avaient pas la culture, ceux qui n'avaient pas l'habitude de lire, ceux qui ne vont pas vers l'information. Donc, désormais, il faut que le pouvoir public mette à la disposition de la presse l'information publique pour que l'on puisse lire
faire le constat sur le terrain afin de faire des analyses pour pouvoir faire des propositions. Parce que quand vous ne connaissez pas la situation initiale, vous ne pouvez jamais proposer des choses. Donc il faut désormais que l'information soit disponible. Mais quand on sait que les pouvoirs publics ne sont pas enclins forcément à mettre à disposition l'information que le journaliste veut, d'où la nécessité de faire des investigations dans le contexte de la trêve politique. Pensez-vous qu'il est possible pour les hommes des médias, pour les professionnels de l'information, de faire des investigations et d'accéder aux sources d'information pour informer justement la population dans Il va falloir que la HAC s'y mette pour demander aux hommes politiques, à l'administration publique, de mettre à disposition l'information. Parce qu'en l'absence de l'information officielle, chacun fabrique l'information en fonction des bribes d'éléments qu'il a eu. Donc, il faudrait que l'information publique soit disponible. Par exemple, il faut que le projet de société du candidat qui a été élu, qui sera bientôt installé, il faut qu'on le mette à la disposition de presque toutes les rédactions pour que l'on puisse savoir quels sont les différents éléments qui doivent être faits. Parce que quand vous voulez critiquer quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui a été promis. Et avec le temps, ça n'a pas été fait. Et ça a laissé des conséquences sur le terrain. Donc, vous avez l'intention d'aider à améliorer. Mais il faut encore connaître ce qui a été proposé, ce qui a été fait, pourquoi ça n'a pas été fait avant de vous prononcer. Donc, je voudrais que... Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai vu des hommes politiques critiquer tout le temps, Ça, c'est pas des critiques constructives. Ils passent tout le temps à peindre en noir. Ça devient des invectives. Même dans la presse, il y a certains qui prétendent défendre le régime en place, mais qui ne supportent pas la contradiction. De la contradiction jaillit la vérité. Donc, vous ne devez plus désormais venir sur un plateau pour surfer sur ce qui n'existe pas. Vous devez proposer. Et je crois qu'il est temps qu'on donne cette possibilité à un média. Donc, la HAC doit demander au pouvoir public de rendre l'information disponible. Mais parce que quand vous allez même en investigation, il faut que l'information soit disponible. Sinon, vous allez construire votre analyse sur des rumeurs, sur des on-dit, parce que l'information officielle n'existe pas. C'est là la difficulté de la presse aujourd'hui. Vous allez dans des ministères, vous allez dans des directions pour demander l'information. On trouve que l'information que vous demandez, elle est si sensible que si on la met à votre disposition, vous allez mal la manipuler. Et je voudrais appeler les uns et les autres, parce que quand on dit journalisme, c'est de la responsabilité. C'est de la responsabilité. Moi, j'ai aimé en 2015, quand le candidat Patrice Talon disait qu'il faut avoir une presse responsable qui pourra assumer ses erreurs. Mais je n'ai pas vu ça. Mais aujourd'hui, avec cette trêve-là, il faut former, il faut sensibiliser. Il faut montrer aux gens que la presse, ce n'est pas, on ne vient pas dans la presse pour chercher sa pitance, mais on vient pour participer. Parce que le rôle premier de la presse, c'est l'information et l'éducation. Et quand vous voulez éduquer, vous vous informez vrai. Et quand vous voulez éduquer, vous donnez les principes qu'il faut à un citoyen, parce que l'éducation, c'est par rapport au citoyen. L'information que vous donnez, c'est par rapport à la gouvernance du pays. Donc, il faut dire ce qui est vrai au citoyen, quitte à lui, en fonction de ce qu'il a constaté sur le terrain, qu'il puisse faire son opinion. Mais il ne faut pas venir marteler des contre-vérités sous prétexte qu'on défend X ou Y. Donc désormais, ça implique tout le monde, que ce soit ceux qui seront porte-parole du gouvernement en place, il faut qu'ils disent les choses telles qu'elles se passent. Ceux qui doivent venir critiquer ce qui se fait, et qu'il faut qu'ils disent comment les choses se passent sur le terrain et qu'ils apportent. Et là, ça va demander un travail supplémentaire aux partis politiques. Il faut aller dans la réflexion, il faut aller se cultiver. Il faut aller en profondeur. Il faut aller en profondeur. Il ne faut plus faire des débats superficiels. Donc, si vous êtes de la mouvance, en tant que parti défendant le président qui est au pouvoir, vous devez maîtriser son projet de société. Si vous êtes dans la position et que vous voulez contre-attaquer, vous devez aussi maîtriser son projet de société. Et sur chaque élément, vous faites des propositions concrètes. Mais ce qui va rendre la chose un peu difficile, un parti d'opposition est appelé à conquérir le pouvoir. Mais dans ses propositions pour améliorer la gouvernance, ce que lui a dans son escarcelle, ce que lui, il promet faire quand il sera au pouvoir, il serait obligé de les verser de mettre à disposition du régime en place pour améliorer la gouvernance. Est-ce qu'il y aura facilité, il y aura possibilité pour lui, au départ des autres, de pouvoir conquérir le pouvoir? Alphonse Moïse Soudé, vous avez évoqué un acteur principal, un acteur majeur de cette chaîne-là, le citoyen. Le citoyen aujourd'hui perçoit la presse comme un organe, une institution qui ne va pas en profondeur des informations. Le citoyen a l'impression qu'on lui sert du superficiel. Dans ce contexte de trêve politique où le média doit changer de rôle, comment est-ce que les professionnels des médias pourraient arriver à corriger cette image que le citoyen a d'eux? Oui.
c'est vrai que dans l'imagerie populaire, on trouve que les journalistes, ce sont des farfelus, ce sont des fabricants d'informations. Il faut que désormais, nous puissions démontrer aux populations, nous puissions dire ce qui est vrai. Parce que le peuple, il lit, c'est vrai qu'ils sont analphabètes, mais ils retiennent ce que la presse dit. Ils ne sont pas bêtes. Donc, il faut désormais que la presse puisse prendre ses responsabilités. Moi, je tiens beaucoup sur la formation. Si on n'est pas formé, on ne peut pas faire le travail. Il faut disposer des outils intellectuels, il faut disposer des compétences qui vous permettent de faire une émission. Une émission, elle se prépare. On ne peut pas venir au pifomètre, c'est sur le plateau que votre invité, en tant que journaliste, vous invitez quelqu'un qui vient dire des contes-vérités, mais vous n'avez pas les éléments d'appréciation pour pouvoir le contrecarrer. Ça pose un problème, non? Quand vous dites que vous avez une émission, par exemple, sur le volet santé, et que vous devez rencontrer un spécialiste de pouvoir qui veut venir défendre le volet, vous devez, en tant que journaliste, aller vous cultiver. Il y a forcément un travail à faire. Sur soi-même, d'abord, il faut l'auto-formation. Maintenant, il faut que la HAC trouve des creusets, parce que le chef de l'État avait dit, je me rappelle quand le ministre, on a supprimé le ministère de la communication. J'étais sur un plateau où le chef de l'État a appelé en direct, où il a dit, le gouvernement mettra les moyens à la disposition de la HAC afin que les professionnels des médias soient bien formés. Parce qu'il a trouvé que si vous n'êtes pas bien formé, à la fin, vous allez dire des contre-vérités. Donc, moi, je tiens d'abord à l'auto-formation, à la formation de tous. Il faudrait que dans les rédactions, que de façon périodique, que l'on puisse sensibiliser les gens. Parce que la conséquence directe est là. Hein. On dit que le Sénat veille au respect de la trêve politique. Et les conséquences, c'est qu'on peut vous arracher vos droits de citoyen, on peut vous arracher vos droits politiques. Donc, le journaliste étant citoyen, s'il n'accomplit pas la mission et qu'il est dans de la désinformation tout le temps, ça va poser un problème. Il sera un citoyen mais incapable d'exercer ses droits civiques. Donc, je voudrais que la HAC convoque les patrons de presse. Ce n'est pas de venir tenir un discours, mais il faut aller dans le concret. Parce que si je ne reconnais pas mes limites, je risque de les franchir n'importe comment. Donc, c'est ça qui est important. Il faut former les gens, il faut sensibiliser. Ce n'est pas dire ça une fois, mais il faut le dire. Il faut trouver les éléments, le dire dans toutes les éléments de langage, il faut les trouver, le dire dans toutes les langues en français. Parce que nos amis qui parlent les langues nationales parfois exagèrent, c'est-à-dire qu'on encense trop. Le journaliste n'a pas pour mission d'encenser, il a pour mission de dire ce qui est. Si vous voulez encenser, déposez votre carte de presse, devenez communicant là, c'est une autre réalité. Maintenant, si vous voulez être un journaliste, c'est vrai que les gens à la recherche du PQ, à la recherche de l'espèce sonnette et trébuchante sont prêts à tout dire. Mais quand ils se retrouvent devant les tribunaux, ils ne disposent pas d'éléments importants pour se défendre. Tout à fait. Vous avez évoqué les patrons de presse. Déjà, ils se plaignent que l'entreprise de presse ne se porte pas bien. Quels sont les leviers sur lesquels les patrons de presse pourraient, par exemple, agir dans le contexte de la trêve politique pour que les entreprises de presse continuent de rester debout? Oui, vous voyez, n'importe qui se lève et crée un organe de presse. Il y en a une floraison. Pourquoi les gens ne pourraient-ils pas se mettre ensemble pour créer des organes de presse forts? Des groupes, par exemple. Des groupes, par exemple. Quelqu'un, il a travaillé dans une rédaction, le jour qu'il a un petit problème avec son patron, il se lève et puis dans son salon, il crée son organe, il essaie d'avoir l'autorisation. Non, il faut que désormais la presse prenne conscience. Ceux qui ont pratiquement la même ligne éditoriale, pourquoi ne? Parce que c'est vrai que le président de la HAC a dit que beaucoup de journaux vont mourir parce qu'ils vivent non seulement de la politique, mais ils sont subventionnés, ils sont financés par les hommes politiques. Maintenant qu'il n'y aura plus d'activité politique intense, ils vont disparaître. Donc il faudrait que les journalistes se regroupent pour former des organes très forts. Parce que c'est très important. Si on ne le fait pas, vous allez constater que d'ici à quelques mois, certains organes de presse vont disparaître parce qu'il y a des gens qui n'existent même pas en version papier, vous les voyez seulement en version numérique, ça. Voilà, il faut d'abord nettoyer la maison. Parfois, c'est juste la manchette, oui, donc, le travail de la maquette du journal. Parce qu'il arrive parfois que les journalistes reprochent à la HAC de ne pas être proche d'être plus proche des hommes politiques. Le rôle de la HAC, c'est la régulation. La régulation, ce n'est pas la sanction. C'est vrai que la sanction peut être éducative, mais chaque fois, on dit que c'est la HAC qui ferme les organes de presse, c'est la HAC qui sanctionne. Mais il faut montrer aux gens que la HAC est un organe régulateur, un organe protecteur des hommes, des médias, mais aussi qui assure la veille éthique
et déontologique. Mais pour le faire, il faut passer forcément par la formation. Donc, il faut commencer par nettoyer la maison. Il faut nettoyer la maison, il faut sortir de ceux qui n'ont pas droit à ça, parce que vous ne pouvez pas être journaliste sans être formé. Moi, quand je le dis, certains ne sont pas d'accord, mais vous ne pouvez pas être journaliste. Ce n'est pas parce que j'ai de la belle plume ou bien j'ai une belle voix que forcément... Non. C'était entre-temps qu'on prenait les... Il faut aller à l'école. Il faut aller à l'école, il faut aller à l'école de journalisme, il faut s'asseoir, il faut éduquer, il faut étudier, il faut apprendre les b.a.-ba de journalisme, il faut apprendre l'éthique, il faut apprendre la déontologie, parce que c'est un problème d'éthique, en face de l'argent. Et l'autre problème, il faut que le patron de presse, on puisse payer nos jeunes confrères décemment. Il faut les payer. Parce que vous abordez les conditions de vie et de travail des journalistes. Il faut les payer décemment. Quand vous payez à quelqu'un moins du SMIC, s'il va sur le terrain, mais il est obligé de racoler les hommes politiques. Et l'homme politique, quand il te donne son argent, c'est qu'il veut lire à travers ton papier que son argent a parlé à sa place. Donc il faut déjà, au niveau des fêtières, qu'on puisse sensibiliser les patrons de presse à payer décemment les confrères. Parce que c'est ça le grand défaut. Quand les gens ne sont pas bien payés, ils sont obligés d'aller chercher le supplément ailleurs. Eh bien, quel pourrait être l'impact de la trêve politique sur les organes de presse? Comment est-ce que les médias vont devoir se comporter désormais pendant 7 ans ou précisément pendant 6 ans? C'est le débat que nous faisons ce matin. Alphonse Moïse Soudé, on a fait un peu le tour d'horizon. Si vous deviez conclure ce débat, que diriez-vous? Moi, je voudrais dire à mes confrères que dans le monde, dans la gouvernance, il n'y a pas que le volet politique. Il y a le volet social, ce qui intéresse les populations, c'est-à-dire que la construction des centres de santé, la construction des écoles, la construction des marchés, la disponibilité de l'eau potable, la disponibilité de l'électricité, voilà des aspects sur lesquels désormais on peut faire des dossiers. Les hommes politiques maintenant, ils sont garés. Eux-mêmes, ils ne prendront plus le risque de faire des activités n'importe comment. Donc, il y a d'autres éléments sur lesquels on peut faire le zoom dans le projet de société du candidat élu. Et dans le programme d'action du gouvernement, il y a des activités sur lesquelles il y a des projets qui sont développés dans les zones, mais dont personne n'en parle. La presse peut aller désormais dire que telle fondation dans telle société, dans telle ville a construit des adductions d'eau, ainsi de suite. Donc il faut il y a quand même des sujets. Il y a beaucoup de sujets parce que loin du monde politique. Les gens pensent que bon, le monde politique, on a l'information tous les jours et puis c'est chaud. Mais il faut que désormais qu'on participe à développer notre pays, en même temps aussi en faisant le zoom sur les autres secteurs qui longtemps sont restés à faire. Alphonse Moïse Soudé, on vous aura compris. Merci d'être disponible pour ce plateau. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci, pareil à vous aussi. Retour plateau pour parler des événements qui se passent dans notre pays au plan culturel. Voici événements à la une. Patrick Jossou, il est là. Bonjour Patrick. Et bonjour Alain Sochoumé. Comment ça va ce matin? Ce matin ça va. On rend grâce à Dieu qui est magnifique, qui nous permet de nous connecter avec tout ce qu'il y a comme événement à la une. Alors Patrick, ce matin on aura 3 sujets et on démarre par une journée mondiale. Oui, une journée mondiale, c'est une journée mondiale qui permet de recréer le contact avec l'ingénierie éducative. Mais cette journée, c'est une journée qui nous permet de nous dire que nous sommes nous-mêmes déjà des ingénieurs, nous sommes nous-mêmes des êtres qui sommes parfaits dans une certaine mesure parce que nous sommes créés par Dieu. Et dans cette perfection, nous allons chacun réussir notre vie. Et pour réussir cette vie, c'est qu'il faut se retrouver en situation de compétition. Et la compétition, c'est celle dont on va parler pour le deuxième sujet. Une compétition organisée par l'ambassade de Chine, par le Centre culturel chinois, et une compétition qui permet à chacun de se perfectionner face à la photographie. Une compétition qui va permettre de donner des photographies, des discours, des slogans. Tout cet ensemble sera édité par Serge Renou. Bonjour Serge. Bonjour Monsieur Patrick, j'espère que vous allez super bien. Oui, très bien. Alors vous êtes le représentant, je dirais, de la Chine ici, le représentant de l'ambassade de Chine, du Centre culturel chinois. Vous êtes chargé de l'organisation de ce concours de court-métrage, concours de photographie, concours de slogan. Et de quoi il s'agit exactement?
Il faut dire que c'est 2 concours en un. Il y a d'abord le concours pour le slogan dont l'objectif est de produire des slogans pertinents et exportables dans les actions de communication visant à renforcer le tourisme chinois. De quoi s'agit-il concrètement? Il s'agit tout simplement d'inviter tous ceux qui désirent participer à ce concours-là, de produire des œuvres, de produire des phrases de 10 mots maximum pour impacter le tourisme chinois. Je prends l'exemple comme le Bénin, un monde de splendeur. Il s'agit d'un exemple concret, le Bénin, un monde de splendeur. Il s'agit de produire des slogans pareils pour la Chine, pour promouvoir l'image de la Chine dans le tourisme chinois. Oui, l'image de la Chine, le tourisme chinois hors de la Chine, évidemment. Mais ce concours est destiné seulement aux Béninois ou à toute personne vivant hors de la Chine? Ce concours est destiné à tout le monde, que vous soyez béninois ou étranger, vous pouvez participer à ce concours. Il vous suffit tout simplement d'envoyer votre œuvre et avec une note d'intention sur le mail concours-chine-bénin@gmail.com et vous allez proposer votre slogan de 10 mots maximum avec une note d'intention. Vous expliquez le choix des mots que vous proposez et vous envoyez votre œuvre tout simplement sur ce mail-là. OK, ça c'est le premier concours slogan chinois. Maintenant, il y a un autre concours, toujours parallèle, un concours de court-métrage, un concours de photographie. Oui, le second concours, c'est le concours pour la photographie et le court-métrage. De quoi s'agit-il? Il s'agit de donner, pour le court-métrage, de donner la parole aux citoyens béninois pour qu'ils disent ce qu'ils pensent de la Chine, leur perception de la Chine sur le Bénin ou bien dans tous les domaines, que ce soit sportif, culturel, tourisme, un peu de tout. Ça va être une vidéo de 3 minutes maximum pour expliquer tout cela dans cette vidéo-là et vous allez envoyer. Et puis l'autre aspect pour le court-métrage, c'est la photographie. Vous allez essayer de prendre une photo où on retrouve les Béninois et les Chinois ensemble sur un chantier ou bien sur un même espace. Ils partagent les mêmes moments ensemble, les événements culturels. Vous allez faire une photo pareille que vous allez envoyer sur le même mail concours-chine-bénin@gmail.com et vous allez expliquer pourquoi le choix de cette photo. Vous allez expliquer un peu dans quel contexte cette photo a été prise pour montrer à la population qu'il y a une bonne collaboration, une bonne ambiance entre Béninois et Chinois. D'accord. Et vous l'avez dit, donc c'est destiné à tout le monde. Tout le monde. Que vous soyez béninois, que vous soyez marocain, que vous soyez français, que vous soyez allemand, ce concours est destiné à tout le monde. Et même si vous êtes vainqueur, que vous n'êtes pas sur le territoire béninois, on va tout faire pour vous envoyer votre lot. Il y a plusieurs lots à gagner, beaucoup de lots à gagner. Alors, c'est un concours qui appelle à l'observation justement autour de nous. Voilà, qui nous appelle à observer autour de nous. L'inspiration est partout. À voir ce qui se passe autour de nous, quelle collaboration, quelle ambiance il y a entre Béninois ou Chinois et Chinois ou entre les autres peuples et le peuple chinois. Alors, quand on parle d'observer la collaboration entre les Béninois et les Chinois, on ne parle pas forcément ou uniquement, je vais dire, des Chinois qui exécutent par exemple des chantiers ici, dans le cadre de la coopération entre les deux pays, mais aussi parfois nous avons nos frères chinois qui sont des commerçants, qui s'installent un peu partout. Est-ce que tout ce monde-là aussi est intéressé, par exemple? Oui, tout ce monde-là est aussi intéressé. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de montrer comment les Chinois s'intègrent. Voilà, comment les Chinois s'intègrent aux autres réalités, aux réalités des autres pays, et aux réalités des autres peuples. Et c'est aussi montrer la cohabitation qui existe entre les Chinois et les autres peuples. D'accord. Cohabitation chinois, béninois, voilà. Chinois cotonois, chinois togolais, chinois, etc. Alors, lorsque l'on va déposer, est-ce qu'il y a un délai? Est-ce que le concours est lancé? Est-ce qu'il y a une durée de dépôt? Oui, le concours est lancé depuis le 10 avril dernier et le délai pour la clôture des dossiers, c'est le 30 juin 2026. Donc, les gens ont encore au moins un mois
pour postuler. Et s'ils veulent avoir de plus en plus d'informations, ils peuvent aller sur la page Facebook Horizon de Chine. Il y a le règlement qui est au complet là, les règlements des 2 concours qui sont disponibles là avec plus d'informations. En attendant d'avoir ces informations sur ce site, par exemple, dites-nous, est-ce qu'il y a des caractéristiques techniques majeures dont il faut tenir compte dans la réalisation des photographies, par exemple? Bon, pour l'aspect de la photographie, il faut la clarté de la photo, il faut le message que cette photo va envoyer aux autres peuples. Et pour la vidéo, il faut la clarté de la vidéo. Il faut y mettre de la qualité. Il faut y mettre de la qualité, il faut que les sons soient audibles, il faut que votre vidéo véhicule un message donné. Il faudra que l'image voilà, soit claire et qu'on remarque qu'il y a un effort qui a été fait à votre niveau pour participer à ce concours. Parce que dès que votre production, vos œuvres seront retenues, vos œuvres peuvent être montrées à l'international lors des grands concerts, lors des grands séminaires, lors des grandes rencontres que l'ambassade de Chine peut organiser au Bénin ou dès que le peuple chinois, la présidence de la Chine va organiser une rencontre internationale en Chine, vos œuvres peuvent être montrées à tout le monde et qu'on dise que c'est une œuvre de telle personne qui a réalisé ceci pour montrer une bonne image de la Chine. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Vous avez un mot de la fin? Bon, j'invite tout le monde à participer à ce concours parce que derrière les lots à gagner, il y a plusieurs d'autres surprises. Imaginez que votre œuvre est retenue et qu'on vous offre tout frais payé pour une visite en Chine et que vous rencontrez le président chinois, par exemple. Donc, tout ça est prévu. C'est vrai. Tout ça est prévu et ce sont les opportunités qu'offre la Chine aux différents participants à ce concours. Merci Serge. Je rappelle que vous êtes le responsable à l'organisation pour ce concours. Vous représentez ici le Centre culturel chinois et en même temps l'ambassade de Chine. Vous êtes journaliste de formation et de fonction. Vous êtes dans un organe de la presse au Bénin? Oui, je suis journaliste à Radio Planète actuellement. Oui, journaliste à Radio Planète actuellement. Merci Serge. Merci et à très bientôt. À très bientôt. Avant de laisser partir Serge, ou bien pendant que Serge s'en va, il y a un élément que vous avez prévu, Patrick. Oui, il y a un petit élément qui va permettre de demander à la technique de nous l'envoyer, n'est-ce pas? Et on suit en attendant de recevoir notre deuxième invité. Oui. La Chine débarque au Bénin avec une opportunité pour les jeunes créatifs. Le Centre culturel chinois organise au Bénin un jeu concours en photographie, court-métrage et de slogans touristiques. Tu as de l'inspiration, oui, tu as pour l'inspiration de filmer, de jouer avec les mots. Voilà, c'est le moment idéal pour toi, pour te faire remarquer. Oui, c'est vraiment le moment idéal pour toi, pour te faire remarquer. Et à la fin de ce jeu concours, on a pour récompense un ordinateur, un smartphone et un téléviseur. Voilà. Et voilà, donc, il est bien clair, hein? Les lots sont bien annoncés. Donc, si vous êtes... enfin, vous nous avez suivis, vous suivez cette émission, eh bien, il faut participer à ce concours. Allez, loin de tout concours, le concours faisant appel à un talent, nous parlerons justement talent, Patrick Dessous. Oui, nous parlerons talent. Talent, la détection des talents, j'y arrive. Elle est dénicheuse de talent. Elle, c'est Tatiana. Ça fait talent aussi. Tatiana, autant, bonjour. Bonjour Patrick Dessous et merci de m'inviter sur le plateau aujourd'hui. Oui, vous avez fait tout le voyage du Togo, de Lomé pour nous rejoindre, pour nous parler de cette détection de talent de la diaspora, des talents qui vont être, disons, mis à disposition de toute entreprise, de toute structure qui soit dans l'Hexagone ou dans l'Afrique. Expliquez-nous comment ça va se passer. Talentia, oui. Pour définir Talentia, j'aime bien dire que nous identifions le besoin et nous trouvons la solution en matière de recrutement. Que ce soit au niveau des entreprises comme des candidats qui sont à la recherche d'emploi ou qui simplement veulent faciliter leur accès à l'emploi.
D'accord. Alors, comment ça se passe de manière concrète? Le candidat, il va sur votre plateforme et vous le formez à être talent ou bien vous allez déjà vous-même à la détection des talents? Alors, nous allons à la détection des talents au niveau des entreprises, avec les entreprises. Donc, nous identifions les talents qui sont un peu cachés, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les talents sont dispersés et ne savent pas forcément se vendre et se mettre en lumière. Et c'est là que nous allons agir du côté des candidats. Donc, travailler sur le CV, savoir se vendre, parce qu'aujourd'hui... Le invité, oui, le CV. Exactement, parce qu'aujourd'hui, le CV, effectivement, c'est une valeur sûre, savoir qu'on remplit les compétences, mais avant tout, il faut savoir se vendre. Une fois que vous êtes sélectionné sur le CV, la différence, ça va être la personne qui sait se vendre. Parce que la personne qui saura se vendre au niveau de l'entretien saura aussi vendre l'entreprise. Le jour où elle parlera de l'entreprise, et ça permettra de faire une prospection sans pour autant que ce soit un commercial. De manière concrète, les CV, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on faisait dans les CV qui n'est pas approprié, qui ne permet pas de révéler le talent qu'on a? Alors, il faut savoir qu'au niveau des cabinets de recrutement, lorsque nous identifions les CV, nous regardons les CV, on prend quelques secondes, 50 secondes. Donc, on va aller chercher les informations qui sont clés. Le titre du poste, le résumé au-dessus et les dernières expériences. Oui. Pour voir si les compétences sont remplies et on regarde accessoirement aussi la formation. Mais c'est vraiment l'identification et mettre en lumière les choses essentielles sur le CV qui va être décisif au final pour un CV. Donc un CV qui est très qualitatif et une personne qui est très qualifiée ne va pas forcément facilement se voir si le CV n'est pas bien fait. Et c'est là que nous travaillons justement avec les candidats. Vous travaillez à remettre, à remodeler les CV, les candidats invités pour que chacun puisse rendre compte de sa vie, qu'on puisse avoir un cursus assez clair et assez, je dirais, mirobolant. Oui, parce que vous avez parlé de se vendre. Donc, la personne doit montrer ce qu'elle a comme talent. Bon, mais lorsque la personne quitte ce niveau de CV et qu'il faille aller à la rencontre, aller à une entrevue, vous accompagnez aussi ou bien c'est simplement... Bien sûr. Nous accompagnons dans la structuration aussi des entretiens. Apprendre à se vendre, ce n'est pas quelque chose qui est naturel pour tout le monde. Donc nous les aidons et nous les accompagnons lors d'entretiens structurés et au niveau de la simulation également. Et aussi, on met également l'accent, parce qu'aujourd'hui on ne se rend pas compte, sur le réseau. Le réseau, c'est le 70% pour avoir un emploi aujourd'hui. Donc il y a la plateforme LinkedIn, par exemple, sur laquelle nous optimisons les CV LinkedIn, parce que c'est un réseau sur lequel on se vend au niveau de l'emploi et au niveau des profils. Oui. Mais le réseau, de façon générale, allez chercher la personne. Écrivez au DRH directement pour lui dire « j'aime beaucoup ce que vous faites au niveau de votre entreprise ». Même si vous n'avez pas toutes les compétences, rien que le fait d'oser, il va se dire « la personne est motivée et je vais creuser, je vais voir. Il est intéressant et il a quelque chose, peut-être que je peux aller chercher ». Donc, il faut aller vers les entreprises, il faut aller se vendre. Il ne faut pas attendre dans son coin, dans son petit coin pour dire qu'on attend que quelqu'un vienne vous détecter. Exactement. Il faut oser et surtout avoir confiance en soi. Si on ne croit pas en nous-mêmes, est-ce que la personne en face pourra croire en nous? Donc, avoir confiance, oser, c'est les deux pans essentiels pour qu'on puisse... pour faire ressortir la personnalité et que demain, on puisse accéder plus facilement à l'emploi. Oui. Tatiana Autor, dites-nous, on parle de CV, on parle de réseau, on parle de talent, on parle de motivation et surtout de confiance. Comment est-ce que l'on pourrait travailler à sortir de la tête de la jeunesse, par exemple, qu'on peut être compétent, on peut parler de réseau sans forcément se dire « Ah, ils ont déjà les leurs, hein, nous, on ne peut pas accéder à ce niveau ». Quel travail il faut faire? Alors, on travaille beaucoup sur les réseaux de la diaspora. Quelque chose se prépare au niveau du Togo et du Bénin, et c'est d'où également mon voyage. Donc, je peux vous dire que quelque chose se prépare. Mais effectivement, il y a des communautés qui sont aujourd'hui mises en place, qui vont permettre justement de mettre en lumière ces réseaux. Et les personnes ne le savent pas, mais beaucoup de cabinets de recrutement sont dans ces réseaux et permettre d'identifier le prochain talent qui fera briller une entreprise demain. Oui. Maintenant, vous avez parlé du Togo et du Bénin. Est-ce que ça s'ouvre à d'autres pays de l'Afrique ou de l'Afrique occidentale et puis de l'Afrique en général? Comment vous impactez tous les jeunes de tous les pays?
Oui, alors aujourd'hui, on est effectivement en train de préparer quelque chose sur le Bénin et sur le Togo. C'est quoi ce quelque chose? Dites-nous. Ah, c'est quoi ce quelque chose? Ouais. Je peux vous dire que c'est l'identification des talents cachés, parce qu'il y en a énormément. Les Béninois sont tellement talentueux, mais malheureusement sont un peu cachés de partout. Et donc pouvoir les mettre en lumière et les faire briller à ma façon. Parfait. Oui, ça fait plaisir d'entendre une personne qui vient du Togo nous dire oui, mais vous êtes togolo-béninoise, vous êtes bénino-togolaise. C'est bon, ça. Oui. Bon, ça fait plaisir. Alors, donc, je parlais de l'Afrique occidentale. Donc, dites-nous, est-ce qu'il y a quelque chose qui se fait ou qui peut se faire sur le plan continental? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, la tendance est au retour en Afrique. On voit les opportunités d'emploi qui se développent, on voit les structures aussi qui se développent en matière de santé, en matière touristique, en matière économie. Donc les personnes, même si elles ne sont même pas d'origine africaine, donc je connais par exemple des personnes antillaises qui aujourd'hui se voient s'installer au Bénin parce qu'ils ont fait un travail formidable en l'occurrence et donc ils ont réussi à mettre en lumière les opportunités qu'il y a et la beauté du pays. Oui. Donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir amener le plus de personnes aujourd'hui à rentrer, que ce soit au Bénin comme partout en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, parce que je travaille sur toute l'Afrique. Mais voilà, le Bénin me tient particulièrement à cœur. Ah, ça fait chaud au cœur pour nous. Et donc, la connexion pour que le Bénin soit mis en exergue, en relief hors du continent, et puis faire venir d'autres personnes au Bénin, d'autres personnes en Afrique occidentale. Oui, vous avez un mot de la fin pour qu'on puisse ancrer dans notre pensée que Talentia, c'est la détection des talents, qu'ils soient talents internes ou talents externes? Exactement. Si aujourd'hui vous êtes en reconversion professionnelle, si aujourd'hui vous cherchez un emploi, si aujourd'hui vous êtes un jeune diplômé, si aujourd'hui vous avez 10 ans, 20 ans, 30 ans d'expérience, on peut vous accompagner, que ce soit dans la recherche d'emploi, comme dans l'optimisation de votre profil, comme sur votre positionnement en matière d'emploi. Donc nous vous accompagnons. Et de même pour les entreprises, si vous cherchez à identifier des talents, qu'ils soient locaux, de la diaspora. On fait aussi de la mobilité intra-africaine, donc faire venir des talents du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, parce que la diversification des compétences dans chacun des pays compte. Venez, n'hésitez pas à nous contacter, nous serons là pour répondre à votre besoin. Merci. Talentia, détection des talents. Et Tatiana, qui est détectrice de talents, qui est dénicheuse de talent. J'aime bien cette expression, dénicheuse de talent. Merci pour votre passage au Bénin, votre passage pour cette émission. Et les talents, nous en avons beaucoup ici. Et merci pour votre invitation. Bien sûr. On a des talents. Nous sommes un peuple talentueux. Nous sommes un peuple talentueux. Ouais, ça, je peux vous l'assurer. Oui. Allez, Tatiana, merci beaucoup. On souhaite plein succès à votre initiative. Merci. Et puissiez-vous dénicher pas mal de Béninois pour les amener à impacter davantage l'Afrique. Oui. Et puissiez-vous également détecter des talents de l'autre côté, de la diaspora, pour revenir au pays. Et quand je parle de pays, c'est d'abord le Bénin. Et puis après le Togo, pourquoi pas? C'est mon objectif. Merci beaucoup et on vous souhaite une très bonne journée. À vous également, et revenez, merci. Nous, quand vous voulez. Avec plaisir. La santé des végétaux. Nos terres s'appauvrissent de plus en plus. On se pose beaucoup de questions. Comment faire pour tirer toujours le meilleur de la terre tout en restant, je dirais, en bonne santé? On en parle aujourd'hui avec la fine fleur de l'équipe. Bonjour Amadou. Bonjour à vous Alain, chers téléspectateurs, bonjour. Alors, ce matin, vous avez décidé de parler de la santé végétale. Oui, aujourd'hui, on va parler de la santé des végétaux, puisque hier, 12 mai, c'était la journée mondiale de la santé des végétaux. Et il faut dire que les espèces végétales fournissent plus de 80% de la chaîne alimentaire humaine et animale. Ce chiffre montre donc combien elles sont essentielles à la sécurité alimentaire, permettant ainsi à chacun de disposer de nourriture suffisante
abordable, saine, de manière à être en bonne santé pour mener une vie active. Les espèces végétales produisent donc également de l'oxygène pour notre bien-être. En raison du comportement de l'homme et la mobilité permanente, elles peuvent être affectées par des organismes nuisibles pouvant compromettre la chaîne alimentaire. Nous en parlons donc avec M. Théodore Gboyou. Il est le président de Climate Invest, qui est une structure porteuse de plusieurs solutions, dont Fertisol Africa. Monsieur Gboyou, bonjour. Bonjour, madame. Moi, j'ai bien envie de vous appeler le docteur des sols. Pourquoi pas. Monsieur Gboyou, bonjour et bienvenue. Merci. Et on dit souvent que des plantes saines signifient une vie saine. Et concrètement, quel pourcentage des ressources alimentaires perdons-nous chaque année à cause de la mauvaise santé des végétaux? Alors, il faut dire qu'au niveau mondial, c'est plus de 40% de pertes dues à l'attaque des végétaux et donc principalement aux ravageurs. Et cela s'estime ou bien s'évalue à plus de 250 milliards de dollars chaque année. Et donc, énorme, voilà. Au niveau mondial. Au niveau mondial. Et donc, essayons d'extrapoler ça à l'Afrique, au Bénin, parce que tous les pays ont leur contribution, ont leur part. Voilà. Et qu'est-ce qui favorise l'invasion des ravageurs? On ne peut pas parler d'invasion de ravageurs sans parler de la perturbation climatique, sans parler de changement climatique, sans parler du fait que voilà, les microclimats, l'environnement change. Il n'y a plus forcément le cadre adéquat pour ne pas permettre à ce que voilà, telle espèce, tel ravageur, tel insecte ne puisse plus vraiment, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, mais le constat est que l'impact, ou bien je dirais, les attaques sont de plus en plus grandes et donc à nous de trouver des solutions, et donc des solutions sont trouvées et à nous de les appliquer. Et quelles sont alors les autres répercussions outre la famine? Parce que quand il y a invasion, il y a la famine. Et outre la famine, alors, quelles sont les autres répercussions économiques, par exemple pour un agriculteur local, lorsqu'une épidémie végétale frappe ses productions? Alors, lorsque l'épidémie frappe ses productions, d'abord, avant qu'il n'y ait la production, il a fait un investissement. Et donc, on parlera de dette, on parlera de perte, et on parlera surtout de l'aggravation de sa situation socio-économique, et qui impactera bien sûr ses enfants et tous ceux qui sont à sa charge. Mais aussi au-delà, quand on parle des végétaux, il faut voir le volet sécurité alimentaire. Quand on parle de sécurité alimentaire, il faut le voir sur le volet disponibilité, qualité et quantité. Et donc, si un agriculteur n'est pas en mesure de fournir la quantité adéquate, et donc il y aura flambée de prix sur le marché. Si à cause des ravageurs, la qualité est atteinte, et donc nous ne sommes pas en bonne santé, ni moins les animaux, et voilà un peu. Est-ce que les pesticides aussi n'affectent pas la santé des végétaux par hasard? Bon, vous savez, dans leur application, le concepteur a toujours une posologie, voilà, des lignes indicatrices pour nous dire, voici comment vous allez utiliser. Mais il se fait que la plupart de nos parents agriculteurs, bon, on ne va pas dire... un grand rendement, en fait, voilà, un exagère un peu, oui. Parfois même, ils ne prennent pas le temps de lire, bien qu'une bonne application pourrait donner un bon rendement. Bon, tant qu'on sait que M. Kodjo a fait ça, a marché, on fonce et puis voilà, rendez-vous les dégâts. OK, face à cet état de choses, est-ce qu'il y a, vous avez parlé tout à l'heure de solutions, quelles sont alors les alternatives aux pesticides chimiques qui garantissent à la fois la santé des végétaux et la santé des consommateurs? Il faut dire que de tradition africaine, nous avons l'habitude d'utiliser des plantes, d'utiliser des mélanges pour pouvoir traiter nos plantes, pour traiter nos productions, voilà. Mais ces connaissances, je dirais, ces technologies-là sont de plus en plus à reculons. Et donc, ce que nous faisons, par exemple, nous avons mis en place un truc qu'on a appelé Amania, qui, bon, Aman, qui veut dire la feuille. Et on s'est basé sur des recherches sur Amania. Oui, voilà. D'accord. Donc, on s'est basé sur des recherches documentées, suivant une bonne approche, de sorte à ce que si vous consultez aujourd'hui notre IA, je vais dire ainsi, vous pouvez savoir, vous posez votre problème, voici ce que j'ai, qu'est-ce qui était utilisé, on vous fait des recommandations et vous pouvez même voir une photo de la plante en question, parce qu'il y a bien le nom scientifique et tout, et c'est ce qui perd tout le monde. On dit quand on commence par dire Radika, tout ça, on dit bon,
pas du tout. Alors que Donc, quand voilà. vous montrez l'image, on sait que ça, c'est telle ouais, plante. ça c'est la feuille de Nîmes, ça c'est et tout ça. Il faut aussi dire que de manière conventionnelle, les agriculteurs utilisent, comme je l'ai dit, la feuille de Nîmes, l'iptus et bien d'autres mélanges, bien que pour la plupart du temps, il n'y a pas vraiment un certain dosage, même si les conseillers les ont recommandé certaines approches. Bon, toujours est-il que en quête de meilleurs résultats, il y a toujours l'outrepasse de la quantité et des exigences. Est-ce qu'il ne faut pas combiner également les savoirs traditionnels de nos paysans avec les technologies modernes, par exemple, pour soigner les plantes? Oui, il faut les combiner. Et c'est en cela, par exemple, que des recherches faites ont permis de mettre en place toute une stratégie de lutte contre les ravageurs. On parle de gestion intégrée des ravageurs. Il y a une certaine norme, il y a des laboratoires, même quand, je pense qu'il y a aujourd'hui de plus en plus de produits lancés sur le marché et basés sur une certaine accréditation, des analyses faites. Et donc, je pense que le travail déjà se fait au niveau un peu plus macro, mais au niveau micro, il faudrait que déjà les acteurs essaient de partager ces connaissances-là pour nous permettre d'enrichir cette base de données afin de développer des produits beaucoup plus efficaces, des produits beaucoup plus en phase avec les réalités. Parce qu'il faut aussi rappeler que plus nous utilisons certaines approches chimiques, même les plantes les plus naturelles perdent de leur, de leur puissance en matière de réponse face aux ravageurs, autant pour moi. Alors, Monsieur Goyot, moi j'ai une inquiétude aujourd'hui. Enfin, disons, il y a des années, on sait que pour planter, par exemple, pour semer du maïs, il faut avoir labouré la terre, il faut avoir des fruits, il faut faire tout ça. Mais aujourd'hui, la brousse est bien là. On voit la brousse, on creuse le sol, on met le maïs et on met des pesticides. Les mauvaises herbes meurent, le maïs pousse. Alors, quand on continue comme ça, est-ce qu'on va avoir la vraie vie à travers les plantes? La question n'est pas seulement au niveau, quand on parle, vous allez dans ce sens, ce n'est pas seulement au niveau des ravageurs, mais plutôt au niveau de la gestion des terres. Voilà. Et c'est en cela, par exemple, que nous avons, un peu comme en phase avec ce que l'État fait, développé Fertisol Africa, qui a été reconnu au niveau africain par l'Union africaine. Nous avons été à Addis Abeba, nous avons touché des acteurs, nous continuons de le faire, qui est un laboratoire mobile rapproché des agriculteurs, de manière simple. Lorsque nous venons sur votre exploitation, nous sommes en mesure de vous dire, voici les carences de vos terres en matière de N, de P, de K et de tous les autres oligo-éléments. Quand on voit la structure, ce que vous voulez faire, soit vous laissez d'abord pour permettre à la terre de se régénérer, soit vous faites une culture alternative. En tout cas, tout ce qui pourrait être approche conseil pour vous permettre d'optimiser. Et comme ça, on est sûr que, parce que qu'on le veut ou non, on va toujours utiliser les pesticides et puis la population augmente, mais tout dépendra de l'usage raisonné et de l'usage coordonné en fonction des paramètres du sol et de tous les autres indices que nous prenons en compte. Voilà. Et parlant justement de l'intervention de Fertisol sur le terrain, nous allons suivre cet élément réalisé par Estelle Pazou qui vous a suivi justement sur le terrain pour voir un peu comment Fertisol intervient chez les agriculteurs. Des plants verts et grands, d'autres petits et jaunâtres. Cette disparité est la partie visible des difficultés de Dieudonné dans son champ. Je fertilise ma terre avec de la fiente. Mais c'est devenu difficile de s'en procurer. Les fermiers ne sont pas nombreux. Même les insecticides sont rares. Parfois, on réussit à en avoir, mais c'est souvent tard. Cela n'empêche pas les insectes de s'attaquer aux plants. Même lorsqu'il parvient à se procurer des engrais, les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. Il m'arrive de fertiliser à temps. Une seule partie pousse normalement. J'en suis arrivé à déduire que ma terre était peut-être le problème. Dans le voisinage, Igor et Rodolphe vivent les mêmes péripéties. Résultat, une production devenue totalement aléatoire. Ne pouvant rester passif face aux pertes, Dieudonné, lui, a décidé de comprendre. Il a donc fait appel à Théodore, un jeune écologiste engagé dans la protection des sols. Avant de commencer son analyse, Théodore explique à Dieudonné la démarche. Il procède toujours ainsi pour rassurer et dissiper les éventuelles craintes. Quelques minutes plus tard, le verdict tombe.
Le sol de Dieudonné présente quelques carences qu'il faut corriger. Nous, quand on est au fil des bibelots et analyse. Les premières analyses révèlent la concentration NPK de votre sol. Le N pour désigner la teneur du sol en azote, le P pour le phosphore et le K pour le potassium. Dans le cas de Dieudonné, le terrain accuse un déficit en azote et en phosphore, origine du retard de croissance et de la faible productivité. Si vos plants de gombo n'ont pas un bon rendement, c'est à cause du manque de phosphore. Pour sauver son champ et retrouver son rendement habituel, Dieudonné s'est dit prêt à observer les recommandations. Je suis prêt à observer les recommandations. Mon seul souhait, c'est d'améliorer ma production. Dans 6 mois, Théodore doit revenir pour des contrôles d'usage. En cas d'indisponibilité, Méagis pourra prendre le relais. Comme lui, elle fait partie de ces jeunes militants agroécologistes engagés pour la préservation des sols. Nous revenons pour voir est-ce que tout ce que nous avons dit a été effectivement fait. Et après cela, nous faisons encore une autre analyse pour voir est-ce que les composantes qui ont été autrefois, qui n'étaient pas, est-ce qu'il y a eu l'équilibre. Leur initiative ne se limite pas au Bénin. Elle est déployée dans la sous-région, notamment en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Elle a même reçu une reconnaissance à l'échelle sous-régionale. Nous avons été sélectionnés par l'Union africaine comme solution climatique pertinente sur la période 2025-2028 et donc nous continuons avec eux. Récemment, nous avons été avec l'appui de certains partenaires, nous avons été au Kenya pour parler sol mais aussi pour parler carbone parce que tout ce que nous faisons intègre la dimension de la séquestration carbone par le sol. À travers la protection des sols, ces jeunes font bien plus qu'accompagner Dieudonné et les autres producteurs. Ils œuvrent pour une agriculture durable, indissociable de la sauvegarde de l'environnement. Eh bien, voilà un peu comment Fertisol Africa intervient sur le terrain. Dites-nous, M. Boyou, quel est l'impact réel de vos interventions auprès des agriculteurs? On ne dira pas que les agriculteurs étaient ignorants, mais on peut oser dire que nous leur permettons d'avoir une connaissance beaucoup plus précise de leur sol et de mieux se décider. Parce que qui a la donnée et qui est orienté peut mieux se décider et peut garantir son investissement. Et donc, en fonction des résultats, peut facilement attirer des financeurs, des partenaires qui pourront dire « Ah, en fonction de tes résultats et en fonction de la garantie que nous avons, que tu as une pleine connaissance de ton sol et de ton expérience, nous pouvons oser mettre l'argent qu'il faut pour t'accompagner. » Est-ce que tous les agriculteurs sont au courant de ce que vous faites ou bien il y a des séances de sensibilisation? Comment vous faites en fait? Les séances de sensibilisation se poursuivent. Nous sommes actuellement beaucoup plus focus sur la zone Parakou, Nati Tengou et nous continuons. Et pourquoi cette zone particulièrement? Les sols là-bas ont plus de problèmes qu'ici dans le sud? Je ne le dirai pas ainsi, mais il faut dire que la zone du Nord est, on va dire, le grenier du pays. Donc, nous voulons rester beaucoup plus concentrés sur la grande majorité des acteurs pour avoir un impact subséquent au niveau national. Okay. Vous avez déjà parlé de quelques solutions. Quelles sont les autres solutions innovantes que vous proposez aux agriculteurs aujourd'hui? Une autre solution, nous avons la garantie basée sur les données. Vous savez, les agriculteurs, la plupart du temps, surtout en milieu rural, lorsque la récolte est là et que voilà, il y a bonne moisson, souvent ils utilisent pour acheter de nouvelles motos, ils investissent, mais beaucoup plus, il faut dire qu'il n'y a pas une traçabilité. Et donc, quand il y a des opportunités, vous vous rendez compte que parfois, ils montent un dossier pour un acteur X, le même dossier pour un acteur Y, mais quand vous analysez, ça ne tient pas la route. Et donc, nous, aujourd'hui, nous leur proposons un accompagnement qui t'a dit, OK, vous avez utilisé tel nombre de sacs, vous avez vendu tel nombre de quantités. Toutes les données, nous avons un système de plus de 200 données pour être sûr que c'est nous-mêmes qui faisons les calculs pour éviter les erreurs. Et donc, à partir de ces data agrégées, nous produisons ce que nous appelons la garantie donnée, en plus des résultats d'analyse de sol. Et c'est peut-être l'occasion pour moi de demander aux acteurs qui voudraient bien accompagner ou qui accompagnent déjà les agriculteurs à bien vouloir s'associer à nous pour que nous puissions faire de cet outil un puissant moyen d'aide à la décision au niveau financier et surtout en termes de progrès agronomique dans notre pays. Et de façon générale, comment protéger alors nos écosystèmes contre l'introduction accidentelle des espèces végétales invasives ou par exemple des virus?
Il faut déjà dire que, je donne le cas par exemple dans un pays voisin où on parlait du manioc et tout, c'est pas que les agriculteurs ne savent pas, mais parfois on va dire il y a un certain entêtement. Nous allons continuer à les sensibiliser d'abord à la base parce que les acteurs comme l'IRAP et d'autres institutions font un travail assez remarquable et donc tout va se jouer au niveau des agriculteurs. S'il n'y a pas d'intrusion, s'il n'y a pas d'autres variétés sans analyse, on est sûr de contrôler ce que nous produisons et de limiter les virus. Et donc, je pense que le grand problème ou le grand enjeu, je dirais, c'est de rester focus sur les agriculteurs. Merci à vous, M. Boyo. Vous avez quelque chose à ajouter? Je nous demanderais de vraiment aller vers les agriculteurs, les écouter, et parce qu'il n'y a pas que ce que nous faisons. Et il y a bien d'autres aspects, au niveau social, au niveau de leur famille, et de tenir réellement compte de toutes leurs réalités pour qu'ensemble nous puissions proposer, même si ça doit être de manière dispatchée, nous puissions proposer des solutions qui répondent aux attentes des agriculteurs, mais qui révèlent le Bénin en termes de production agricole et qu'au-delà du coton, du soja, du riz actuellement, qu'il y ait de nouvelles cultures émergentes et pourquoi pas. Pour garantir la sécurité alimentaire, bien sûr. Oui. Merci beaucoup à vous, M. Boyo. Alain Sochumé. Et je pense que le tour d'horizon est fait. Et continuez à travailler pour la bonne santé de nos sols, puisque quand les sols se portent bien... Les plantes sont en bonne santé. Les plantes sont en bonne santé. Et c'est les humains que nous sommes qui en trouvent pour leur compte. Voilà. Allez, merci Amandine Agnabossou. On va se dire donc à demain. À demain, oui. Continuer la semaine. Allez. Mesdames et messieurs, on va marquer une pause et on vous revient juste après. L'école de droit des affaires de l'OADA l'ERSUMA organise la 4e édition du Forum international des professionnels du droit et du chiffre FIPROD du 20 au 23 mai 2026 à Sarakawa Hôtel de Lomé et en ligne. Secteurs concernés, énergie, mines, gaz, infrastructures, transport, banque, assurance, TIC et intelligence artificielle. Thème, technique contractuelle d'affaires en Afrique. Inscrivez-vous sur sigweb.ersuma.org et joignez-nous au plus 229 01 97 97 05 37. Allô? Ah! Je viens juste de sortir du resto. Non mais, c'était incroyable. Le décor, les lumières, le dessert. Attends, j'ai fait de superbes photos. Faut que je te les envoie. Raccroche pas. Oui, je t'envoie les photos. Ensemble disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Le programme 20 000 logements sociaux et économiques est désormais une réalité. Il est enfin possible pour chaque Béninois ou non d'acquérir un logement moderne, adapté et abordable. Bien plus qu'un simple projet immobilier proposant des logements avec un séjour spacieux, 3 chambres confortables, une cuisine fonctionnelle et des sanitaires modernes, ce programme offre un véritable cadre de vie avec des pistes cyclables, des espaces verts, des aires de jeu pour le bonheur des plus jeunes et la convivialité entre familles. Tous les logements du programme sont conçus selon une typologie F4. Si vous êtes éligible, optez pour une villa sociale pratique et confortable avec un séjour, 3 chambres à coucher, une cuisine et une salle d'eau. Sinon, choisissez parmi l'un des 3 types d'appartements économiques avec toujours un séjour, 3 chambres à coucher, une cuisine, 2 salles d'eau, une buanderie et un balcon. Ou alors, notre top produit, une villa plus grande et plus spacieuse avec un séjour, 3 chambres dont une parentale avec salle d'eau attenante, une deuxième salle d'eau, une cuisine, une arrière-cour, une chambre de service et un garage. En location achat avec des mensualités étalées sur 25 ans selon le type de logement choisi, en achat au comptant
ou en location simple pour appartements économiques. Les villas sociales sont exclusivement réservées aux fonctionnaires de l'État béninois sous condition d'éligibilité. Quant aux logements économiques, ils sont ouverts à tous sans distinction de nationalité. Fonctionnaires, salariés du secteur privé, artisans, agriculteurs, commerçants, professions libérales, retraités, béninois de la diaspora et bien d'autres encore. Retenez bien, le programme 20 000 logements offre à toutes ces cibles résidant au Bénin ou de toute autre nationalité l'option privilégiée de la location achat sur une durée de 25 ans pour les logements économiques. Dès que vous êtes attributaire de votre logement, vous n'avez qu'à payer 1 mois de caution et votre première mensualité et vous recevrez vos clés. Payez ensuite vos mensualités avec possibilité de lever l'option d'achat à tout moment. Vous devenez ainsi propriétaire avec des mensualités à partir de 97 000 francs CFA pour un logement social. Pour tout savoir sur le programme, les logements disponibles, les conditions d'accès et les étapes pour devenir propriétaire, consultez la plateforme programmelogement.bj pour réserver votre logement en un clic. Le programme 20 000 logements, c'est l'assurance du confort moderne accessible à tous. Et voici Instant Santé, ça va être dans quelques poignées de secondes, mais le tapis, on le dresse à la Danone nationale. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de pathologie ni de maladie, mais on parlera des acteurs et surtout d'un maillon très important de ces acteurs de la santé. Heureuse Danone, bonjour. Alain Sochoum, bonjour. Comment ça va? Je me porte très bien de votre côté. Ça va. Parfait. On tient le coup. On doit tenir le coup. C'est clair. Ce matin, Ouais. vous avez choisi de mettre la lumière sur les infirmiers. Bien sûr, les infirmiers d'État. Vous savez, hier, le monde a célébré ces infirmiers et infirmières. On continue d'ailleurs de les célébrer, de mettre la lumière sur ces professionnels de santé-là, qui constituent l'épine dorsale de nos systèmes de santé. Sans eux, aujourd'hui, franchement, le fonctionnement de nos systèmes de santé... Ça va être compliqué. C'est compliqué de fonctionner. Alors, nous avons avec nous un professionnel en la matière, un infirmier. Mais avant, je vais nous inviter à suivre cet élément réalisé par nos collègues de la rédaction sur l'infirmier dans ses conditions de travail. D'accord. Dans les couloirs du CH Humel, l'on les voit s'activer sans relâche. Consultation, soins, surveillance des patients. Derrière chacun de leurs gestes, une responsabilité permanente. L'infirmier a son diagnostic infirmier qu'il pose et il a une prise en charge qu'il fait, en plus maintenant du rôle prescrit par le médecin. Être infirmier est un métier exigeant, physiquement, mais aussi émotionnellement. Car au-delà des traitements médicaux, les infirmiers accompagnent également les patients sur le plan moral. Une présence humaine souvent déterminante dans le processus de guérison. On prend en charge intégralement, aussi bien physiquement que mentalement le patient. Parce qu'un patient qui vient déjà, il est mentalement et physiquement malade. On a un exemple palpable, une enfant qui ne pouvait plus marcher, qui avait perdu tout espoir. Et on avait fait plus d'1 semaine à 2 semaines, la mettant sous traction, mais ça ne marchait pas. On a parlé aux parents et on a dit qu'on allait poursuivre les soins justes, la traction jusqu'à plusieurs jours. Après ça, ça va. Elle arrive à remarcher maintenant parce qu'on a su la rassurer, parce que tout est dans la tête. C'est le cas de ce patient. Venu se faire soigner après une entorse, il garde le souvenir de l'attention et de la douceur du personnel soignant. Quand elle me fait le pansement, je suis plutôt rassurée parce qu'elle me donne des conseils. Quand ça me fait mal, elle me dit doucement. Et c'est grâce à elle que ma plaie se cicatrise plus ou moins vite. Mais au-delà de cette empathie permanente, les infirmiers sont quotidiennement confrontés à la pression, à l'urgence et à la fatigue. Effectivement, le plus souvent, nous sommes la risée de ces patients. Et on les comprend parce qu'ils viennent avec leurs problèmes. C'est nous devons rentrer en nous-mêmes et dire que nous avons prêté serment pour ça. Malgré les difficultés du métier, ces professionnels de santé ne cessent pas de soigner, de rassurer et d'accompagner les patients. Une mission souvent discrète,
mais essentiels au cœur des structures sanitaires. Et voilà qui plante le décor. Et oui, qui plante très bien le décor. Franchement, nous avons sur ce plateau un infirmier diplômé d'État, inspecteur d'action sanitaire, M. Barrio Gomina. Comment vous portez-vous ce matin? Bonjour, merci d'être là. Bonjour, madame la journaliste. Merci. Monsieur Gomina, bonjour et bienvenue. Merci. Alors, vous avez suivi ce reportage réalisé avec vos confrères, vos consoeurs. Pourquoi on dit concrètement que vous êtes l'épine dorsale de nos systèmes de santé? Alors, merci pour cette question. Enfin, on dit que l'infirmier est l'épine dorsale, oui, n'est-ce pas, du système de santé, parce que l'infirmier est présent à toutes les étapes, n'est-ce pas, toutes les étapes de la prise en charge d'un patient, de tout le circuit sanitaire du patient. Il croise forcément un infirmier. Les infirmiers sont présents dans tous les services, que ce soit dans les hôpitaux ou dans les centres de santé. Il n'y a pas un service qui pourra bien fonctionner sans la présence d'un infirmier. Mais quel rôle vous jouez concrètement et comment on vous reconnaît? Très souvent, c'est une question de blouse, de couleur de blouse. Oui. L'infirmier est souvent dans quelle blouse? Parce qu'à l'hôpital, tout le monde est docteur. Hein? Ouais. L'infirmier porte la blouse blanche. Voilà. L'infirmier est en blouse blanche, exactement comme le médecin. Oui. Mais la plupart du temps, vous allez voir, les médecins ont une blouse parfois à manches longues. Même s'il y a d'autres médecins qui aiment aussi porter les blouses manches courtes. Mais l'infirmier, il est en manches courtes? Oui, pour la plupart. Mais il arrive même parfois d'être aussi en manches longues. Mais l'infirmier, vous allez reconnaître l'infirmier à partir de sa blouse blanche. Et aussi la blouse que l'infirmier porte, c'est en fonction des services. Dans certains services, comme le bloc opératoire, l'infirmier est par contre en vert. Ah, d'accord. Alors, dites-nous, quand le patient arrive, quand on arrive à l'hôpital tout de suite, vous êtes le premier contact. C'est vous, infirmier, qui accueillez les patients. Dans votre tête, comment est-ce que vous abordez cette approche-là? Alors, nous abordons cette approche avec beaucoup de courage parce que ça fait partie, n'est-ce pas, de la formation que reçoit l'infirmier dans les écoles. Et bien, l'accueil du malade consiste d'abord à bien l'accueillir, comprendre exactement ce que le patient a, avoir de l'empathie pour le patient, se mettre, pourquoi pas, à la place du patient pour comprendre ce qu'il ressent. Et dès qu'on a cette compréhension-là de la situation du malade, je pense que l'accueil se fait avec beaucoup plus de facilité. Et dès qu'on accueille bien le malade, naturellement, le patient est déjà à moitié guéri, puisqu'il se sent en confiance, le rassure. Tout à l'heure, vous avez vu dans le reportage, l'enfant, il a dit, l'infirmière à côté l'a beaucoup rassuré. Et c'est d'abord cette assurance-là que nous donnons aux patients qui le guérit avant même l'admission des médicaments. C'est bien cela. Mais on nous dit souvent, beaucoup pensent que l'infirmier, il ne fait qu'exécuter les consignes du médecin, le médecin lui-même. Est-ce que c'est vraiment ça ou c'est juste réducteur par rapport à votre rôle dans le système, dans le parcours du patient? Enfin, ça, c'est une mauvaise manière, je dirais, de voir la fonction infirmière, parce que la profession infirmière va au-delà, n'est-ce pas, des injections ou même des pansements. L'infirmier accompagne d'abord depuis l'accueil, accompagne le malade, accompagne les familles, et l'infirmier fait aussi un accompagnement psychologique du malade. Bennett en a parlé. Voilà. D'accord. Mais là, ça veut dire que vous avez une formation également en la matière? Oui. Ou ça, c'est sur le tas? Non, pas du tout. Enfin, pour être infirmier au Bénin ou même partout dans le monde, il faut être titulaire d'abord d'un bac scientifique, série C ou D, et aller dans une école de formation des infirmiers. Au Bénin, nous en avons deux. Nous avons l'INMES ici à côté, Cotonou, bien sûr. À Cotonou, et nous avons l'IFSIO à Parakou, où il faut suivre une formation de 3 ans avant de sortir avec une licence en sciences infirmières obstétriques. D'accord. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est un métier, sinon un maillon de ce système-là qui est quand même valorisé? Alors, c'est justement pour plus valoriser, n'est-ce pas, la profession infirmière. Nous avons célébré, par exemple, hier, le 12 mai, la journée internationale
des infirmiers et infirmières. Voilà, pour rendre, n'est-ce pas, hommage à la pionnière des soins infirmiers. Parce que moi, je sais, un exemple, il y a un parent dont l'enfant a eu le bac et la fille ne veut être que infirmière. Voilà. Mais le papa dit, mais ça, c'est quoi ça? Je préfère que tu fasses la FSS et que tu deviennes un médecin complet. En fait, on voit souvent ce métier-là comme le plus bas niveau de la pyramide sanitaire. Mais serait-il possible de se passer des infirmiers, par exemple, pour que le système continue de fonctionner? Non, ce n'est pas possible. Carrément pas. C'est carrément pas possible. Je viens de le dire tout à l'heure, ils sont présents dans tous les services. C'est ça. Ouais, ils sont présents dans tous les services. Dans un hôpital, nous avons beaucoup de services pour la prise en charge d'un patient. Celui qui vient pour un traitement de paludisme, ce n'est pas le même service que celui qui vient pour une fracture. Ouais, et l'infirmier est partout, que ce soit dans tous les services d'un hôpital. Eh bien, on ne peut pas se passer des infirmiers. Alors, pour revenir sur le cas de votre anecdote tout à l'heure, le jeune qui a eu son bac, il veut être infirmier. Peut-être c'est parce qu'il a certainement l'information. Et là, il faudra peut-être convaincre son parent, son papa, pour lui dire, enfin, même si je suis infirmier, je peux aller jusqu'au doctorat aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui au Bénin, nous avons des docteurs en soins infirmiers. Ah bon? Oui, évidemment. Ah ben là, c'est bien. En fait, ce n'est pas une question d'avoir juste le bac ou le BPC et d'entrer dans ce système-là. Non, pas du tout. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut avoir le bac, aller dans une école de formation des infirmiers, faire une licence en sciences infirmières obstétriques. Après, nous avons la possibilité d'aller au master et pourquoi pas au doctorat. Nous avons aujourd'hui beaucoup de Béninois qui sont docteurs en soins infirmiers. Ah ben finalement, en fait, il n'y a rien à envier au médecin, celui-là même qu'on appelle le médecin après 7 ans ou 14 ans après le bac de formation. C'est deux professions différentes. Différentes, bien sûr. Les médecins sont dans leur couloir, les infirmiers aussi sont dans leur couloir. Les parcours ne sont pas les mêmes. Pas du tout. Pas du tout. Les médecins sont dans leur couloir, eux, ils posent un diagnostic médical. L'infirmier pose un diagnostic infirmier pour traiter, n'est-ce pas, son malade. Mais aujourd'hui, vous-même, vous reconnaissez face aux plaintes, on nous dit souvent, vous ne verrez pas le médecin qui a eu un bac plus 14 ou autre se comporter de la sorte face à un patient, que c'est souvent un infirmier qui commet ces largesses-là. Est-ce que ça c'est pas confirmé? Non, c'est pas confirmé parce que un infirmier qui fait bien son travail et qui sait pourquoi il est... Mais est-ce que l'infirmier fait vraiment bien son travail dans le circuit du patient? Oui, bien sûr. Bien sûr que l'infirmier fait bien son travail. Sinon, vous ne direz pas le contraire. Non, pas du tout. Sinon, le système allait déjà s'effondrer. Parce qu'il faut dire qu'avec toutes les réformes en cours aujourd'hui, ce n'est pas possible qu'un infirmier ne fasse pas bien son travail. Mais quels sont les défis aujourd'hui? Monsieur Gominan, on vous comprend. Le sens de la question de la Dalon, c'est en fait, il est de l'autorité publique. On remarque dans des hôpitaux, c'est vrai, nous sommes d'abord des humains et l'infirmier ou l'infirmière, elle est un être humain, parfois l'accueil laisse à désirer. Le malade est déjà mal en point et c'est en ce moment qu'on crie sur lui, c'est en ce moment qu'on lui demande, mais qui t'a demandé de faire telle chose, et puis voilà. Quand des situations comme ça arrivent, vous en tant qu'infirmier, en votre sein, que faites-vous pour corriger le tir? Enfin, nous avons, n'est-ce pas, dans tous les centres, dans tous les hôpitaux, il y a l'infirmier est d'abord sous la direction. Tout à l'heure, vous avez vu, il y a un infirmier général qui a pris la parole. Alors, vous allez voir, sous lui, il y a tous les infirmiers du secteur, du service ou même de l'hôpital. Et dès qu'il y a une plainte, n'est-ce pas, tous ces plaintes-là seront remontées à lui et c'est à lui de recadrer, n'est-ce pas, ces éléments pour qu'il n'y ait plus de plaintes. Donc l'infirmier, il est carrément différent de l'aide-soignant? Oui, tout à fait. L'aide-soignant, c'est une profession à part. D'accord. Mais quels sont les défis aujourd'hui qui s'imposent à votre secteur aujourd'hui? Alors, quand on prend les infirmiers, ce que nous avons aujourd'hui comme difficulté beaucoup plus, c'est la création de l'ordre, n'est-ce pas, des infirmiers du Bénin. Ça n'existe pas encore. Ça n'existe pas encore et nous sommes à pied d'œuvre. Et il faut dire que si c'est la volonté professionnelle y est, tous les infirmiers, n'est-ce pas, du Bénin souhaitent vraiment voir un jour l'ordre national des infirmiers. Pour quelle raison? Qu'est-ce que l'ordre va vous apporter de plus? Enfin, comme on le dit, c'est un ordre, ça permet, n'est-ce pas, de
de mieux organiser, n'est-ce pas, la profession. Vous voyez, quand je prends par exemple les sages-femmes qui font le même circuit professionnel, ils font aussi 3 ans après le bac comme les infirmiers, mais elles ont, n'est-ce pas, déjà un ordre professionnel. Et lorsque les médecins ont un ordre professionnel, les infirmiers, nous sommes à pied d'œuvre, n'est-ce pas, pour que l'ordre des infirmiers puisse voir le jour. Et c'est la volonté professionnelle. Je pense qu'il ne reste que la volonté administrative et politique. Et nous sommes à pied d'œuvre. Et que faites-vous justement dans ce sens-là pour convaincre les décideurs politiques d'accepter ou de vous accompagner à installer l'ordre des infirmiers du Bénin? Avec les réformes en cours aujourd'hui, c'est carrément une obligation, hein, je dirais, même pour les autorités, parce que la plupart des pays de la sous-région et même les grands pays de l'Europe, nous avons, n'est-ce pas, l'ordre des infirmiers dans tous ces pays-là. Et aujourd'hui, au Bénin, les démarches sont en cours. L'ordre des infirmiers verra certainement le jour. D'ici là, d'accord. Ben, aujourd'hui, est-ce que l'infirmier, il est uniquement dans la prise en charge, c'est-à-dire côté traitement, ou il intervient également dans la prévention, dans l'éducation sanitaire? Oui, bien sûr, l'infirmier intervient déjà même à l'accueil du malade, il rassure le malade, il administre, n'est-ce pas, le traitement, et il pose un diagnostic infirmier et il fait un accompagnement psychologique du malade et de sa famille. Alors, dans ce sens-là... Du malade et de sa famille. Et de sa famille. Tout ce que vous dites là, est-ce que ce n'est pas théorique? Non. Enfin, je vais vous donner un exemple. Lorsque vous recevez un malade, surtout un enfant qui vient avec une densité parasitaire très élevée, enfin, qui fait un paludisme grave, après le traitement, vous finissez de soigner ce malade-là. Les infirmiers, aujourd'hui, dans les zones reculées, nous avons ce qu'on appelle les agents communautaires. Oui, ce sont des infirmiers qui se promènent de maison en maison, n'est-ce pas, pour vérifier est-ce que vraiment le malade qu'on a sorti, l'enfant qu'on a libéré et qui souffrait d'un paludisme grave, est-ce qu'aujourd'hui ses parents suivent les conseils? Est-ce que l'enfant dort sous moustiquaire? Est-ce que ses frères et sœurs, tout le monde dort sous moustiquaire? Ça se fait réellement? Ça se fait. Nous avons des infirmiers aujourd'hui. Effectivement, le Bénin, à travers le ministère de la Santé. Exécute ce programme-là pour rapprocher les agents de santé de la population. Et je crois que dans la zone sanitaire, Soava, Granville, c'est beaucoup plus implémenté. Alors aujourd'hui, si vous avez des défis, Heureuse le disait tout à l'heure, qu'est-ce qui pourrait positionner ou bien mieux positionner les infirmiers aujourd'hui dans le système de soins de santé? Alors, ce qui pourrait mieux positionner les infirmiers, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la création, n'est-ce pas, de l'ordre. Vous y tenez apparemment. Oui. C'est prioritaire. Oui, c'est prioritaire parce qu'il faut dire que nous avons déjà assez d'associations, un peu comme l'ANARPI. Nous avons beaucoup d'associations. L'ANARPI qui est une association nationale pour la relève, n'est-ce pas, de la profession infirmière. Et cette association fait beaucoup de choses, n'est-ce pas, pour que l'Ordre national des infirmiers puisse voir le jour, pour que la profession infirmière soit encore mieux organisée. Et vous savez, les associations n'ont pas forcément le même poids que l'Ordre. C'est normal. Heureuse d'année, je crois qu'on a fait le tour d'horizon. Eh oui, très rapidement pour finir. Comment vous procédez, franchement, pour limiter les violences verbales et parfois physiques dont on accuse souvent les infirmiers? Oh, je dirais violence physique, ça n'existe presque pas parce que ça. Bon, vous avez mis presque, je suis déjà bien. Je suis déjà d'accord. Vous avez dit presque. Sinon, ça existe. Ouais. Bon, violence physique et verbale. Et verbale. Il y a déjà beaucoup de sensibilisation qui se fait aujourd'hui dans ce sens-là. Et déjà dans les écoles de formation, dans le processus de formation des infirmiers, on les inculque, n'est-ce pas, la notion de l'empathie, de comprendre, n'est-ce pas, ce que vit le patient pour mieux l'aider à se rétablir. On vous souhaitera donc de continuer d'administrer les bons soins, les meilleurs soins aux populations, l'ordre auquel vous tenez si tant, si les autorités jugent que ça voit le jour. Ça viendra à poursuivre. Heureuse d'année, merci. On se dit à demain. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Il le voudra. Il nous aime. Allez, mesdames, messieurs, on va prendre congé donc de
de Heureuse Danodé et de son invité. On va installer les sports. Ça va être avec Hugues Zissou-Zounon qui va donc prendre place et on va l'accueillir avec ce tapis. Le sport sur la matinale, Hugues Zissou-Zounon, bonjour. Bonjour Alain, bonjour à tous, bonjour à toutes et très heureux de vous retrouver ce matin. Alors, la victoire, la qualification historique des Amazones U20 continue donc de susciter des réactions dans le monde sportif. Et c'est le patron des patrons du sport béninois, le président du comité national olympique et sportif béninois, Julien Minavoie, qui est tout heureux de cette qualification qui reste historique. Quand il arrive à son bureau ce matin, Julien Minavoa n'a qu'une seule envie, revivre l'exploit des Amazones U20 du Bénin face à la Côte d'Ivoire. Les images défilent encore, les buts, les célébrations, l'émotion. Après la qualification historique des Amazones pour la Coupe du monde féminine U20 Pologne 2026, le président du comité national olympique et sportif béninois reste admiratif. J'ai le football dans le sang et je ne peux qu'être fier de cette véritable prestation de ces filles. Ce n'est pas que cela m'a été raconté, j'ai vécu cela. Discipline, travail, encadrement et ambition commencent à produire des résultats visibles sur la scène internationale. Et forcément, cette qualification ouvre désormais la porte à d'autres rêves. Voir un jour les Amazones du Bénin participer aux Jeux olympiques d'été de Los Angeles en 2028. Je voudrais bien me mettre de connivence avec le ministère, avec la Fédération béninoise de football, pour que, au même moment où ces filles vont être préparées pour faire bonne prestation au mondial, que cela fasse l'objet de leur préparation également pour se qualifier pour ces Jeux olympiques de Los Angeles. Mais avant ce grand rêve olympique, plusieurs échéances attendent encore les filles de Ouzérou Abdoulaye, avec désormais un nouveau statut à défendre, celui d'ambassadrice du football féminin béninois sur la scène mondiale. Hugues Zissou-Zounon, il y a une vingtaine d'années, est-ce qu'on pourrait nourrir l'espoir de voir cette qualification et qu'est-ce qui explique cet exploit-là? Je dirais qu'il y a 20 ans, personne ne pouvait imaginer une qualification des dames en phase finale de Coupe du Monde. Il y a 20 ans, je me souviens, il y a 21 ans exactement, j'avais commenté des matchs de foot féminin. Et dans l'équipe du Bénin, il y avait beaucoup de Béninoises d'origine nigériane. Les joueurs les plus brillantes étaient des Nigérianes. Il y avait Nikwe Bébé qui habite Zobo, qui était une joueuse qui jouait en défense centrale, qui faisait partie des meilleures joueuses de l'époque avec Immaculée, qui est aujourd'hui dans la direction technique nationale. C'était les rares béninoises qui essayaient de faire quelque chose. Aujourd'hui, on a une équipe béninoise, avec des joueuses qu'on a vues briller en athlétisme, notamment Romaine Gandonou, qui était très forte en athlétisme, également au handball, qui vient du département de l'Ouémé-Plateau, Renfort, et d'autres joueuses qui viennent du Septentrion, notamment de la zone de Basila, de Natitengu. Une équipe béninoise qui joue bien au foot, cela s'explique parce que depuis 4 ans, il y a la régularité du championnat de première, de deuxième et de troisième division. Les filles jouent régulièrement, elles sont compétitives. N'oubliez pas, les filles U17 ont été reçues par le président de la République il y a 1 an. Elles ont échoué aux portes de la qualification de la Coupe du Monde face à la Zambie qui fait partie du top 4 africain. Parfois du top 2, parfois du top 3, parce que la Zambie avait des filles qualifiées pour les U17, les U20, l'équipe U23 pour les JO et l'équipe senior. Donc c'était face à une équipe très forte de la Zambie. Et Romaine déjà avait marqué à l'aller comme au retour, mais n'avait pas pu qualifier l'équipe du Bénin. Aujourd'hui, ça reste une qualification historique et surtout le fruit du travail de tous ces entraîneurs. Je pense notamment à Ida au niveau des U17 et à Abdoulaye Ouzérou chez l'équipe U20 également, chez l'équipe senior.
Est-ce qu'on pourrait dire que cette rencontre avec le président de la République, à l'époque, a été un élément motivateur pour les filles? On sait tous, et ça c'est connu dans le milieu du foot, que la marraine du foot féminin, c'est la première dame. Elle accorde tellement du prix au foot féminin. Également, il y a cette symbiose entre la Fédération béninoise de football, le gouvernement béninois, parce qu'il y a la construction du centre d'excellence du foot féminin à Lokossa. Donc d'ici quelques mois, normalement, on devrait avoir un centre de très haut niveau pour la pratique du foot féminin. Donc on aura des filles qui seront plus compétitives, qui seront mieux formées, parce que tant que vous n'avez pas une bonne formation, c'est difficile de rivaliser avec les grandes nations, parce que les grandes nations du foot féminin aujourd'hui sur le continent, il y a l'Afrique du Sud, le Nigeria, la Zambie, le Ghana et le Cameroun qui a un peu régressé. Et le Bénin qui va s'installer sur la liste, ça c'est le Bénin alors... qui était, à mon avis, dans la 4e catégorie et qui est passé aujourd'hui dans la 3e catégorie. Donc il faut aller dans la 2e catégorie et maintenant rivaliser avec les équipes qui sont dans la première catégorie. Loin du foot, Hugues, la boxe béninoise pourrait renaître de ses cendres. On l'espère tous. Dans les années 80-90, il y avait des boxeurs exceptionnels tels que Aristide Sabo, Di Soweto, Georges Boko. C'était des boxeurs, c'est vrai, qui faisaient la compétition dans la catégorie ABC, parce qu'il y a plusieurs versions, il y a 4 grandes versions. Et pour moi, le plus grand boxeur béninois qui a joué, qui a fait la compétition de très très haut niveau, c'est Justin Savy. C'est l'un des plus grands boxeurs parce qu'il a fait la boxe sur les plus grands rings. Et depuis quelques années, la boxe béninoise peine. La boxe professionnelle, bien évidemment, il faut du sponsoring, il faut des moyens. Justement, j'allais vous interroger sur la question. Hugues Zissou-Zouno, qu'est-ce qui explique l'absence des sponsors et les mauvais résultats de la boxe professionnelle au Bénin? Je pense que c'est l'image que la boxe professionnelle a projetée. Parce que quand je parle d'image, parce que moi j'ai bossé dans la boxe professionnelle, dans l'organisation. Et je sais que par rapport à la redistribution des sous, les choses n'étaient pas souvent bien organisées. Les bosseurs étaient frustrés, les sponsors n'étaient pas contents. Donc, du coup, c'est difficile d'avoir des sponsors. Donc, il faut redorer l'image de la boxe béninoise, il faut aseptiser le milieu de la boxe professionnelle et trouver désormais des sponsors. Dès qu'on aura des sponsors, donc dès qu'il y aura la pratique de la boxe de façon régulière, des rings dans les 12 départements, parce que le ring, c'est comme une pelouse. Et s'il n'y a pas de ring dans les 12 départements, ça va être très difficile. On va donc suivre cet élément de Herman Amégan pour voir ce qui se fait au niveau de la boxe professionnelle. Il avance sans bruit. Mais sur le ring, tout le monde le remarque. 3 fois champion d'Afrique des poids plumes, une dizaine de combats professionnels dans les gants, dont plusieurs victoires par KO, Clément est l'un des nouveaux visages forts de la boxe béninoise. Dans le milieu, on le surnomme la Panthère. C'est dans cette salle de sport à Cotonou qu'il affine sa mécanique. Chaque séance est réglée comme un combat. Avec Mike, son partenaire d'entraînement, Clément entretient sa condition physique. Depuis 25 ans, la vie de ce pugiliste tourne autour du ring. La boxe, c'est quelque chose qui est en moi. C'est une passion en moi. C'est depuis la base. À l'école, je bagarrais et c'est moi le grand bagarreur à l'école. L'échauffement dure près d'une demi-heure, puis le rythme change. Sous les consignes du coach Jean-Noël, la Panthère retrouve ses réflexes et son instinct. Eh oui, un bel élément que nous allons certainement retrouver après Hugues Zissou-Zouno. La boxe va certainement renaître, ça on l'a dit. Et je pense que quand même, il y a de l'espoir, non? Oui, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce que quand on voit Jean-Noël qui est un Ivoirien qui arrive ici pour entraîner ce grand bosseur, on se dit que les choses vont avancer. Et puis, il faut aseptiser le milieu. Comme vous avez dit, on remarque qu'il n'y a pas de femmes dans le milieu. Est-ce que, quelque part, l'harcèlement sexuel, ou bien le harcèlement sexuel, pardon, en est une cause? Je pense que c'est dans tous les sports. Il faut protéger les femmes, que ce soit aux États-Unis, en France. Les lois sont très, très dures. Et les femmes doivent être protégées dans le milieu du foot, du hand et dans le milieu de la boxe. Et donc, être vigilant, tout simplement. Hugues Zissou-Zouno, merci à vous. Merci. D'avoir assuré la rubrique sport. Mesdames, Messieurs, le dernier acte, ça va être la revue de presse.
Quels sont les sujets au niveau des journaux ce matin? Marcel Achossi est sur ce plateau pour nous en parler. Marcel, bonjour. Bonjour Alain, bonjour à tous. Ce matin, la presse béninoise prend des allures de grand amphithéâtre républicain. À Agoué, dans le Mono, les députés retournent à l'école du pouvoir. À Cotonou, l'opposition compte ses marges de manœuvre. Et dans le débat national, un mot continue d'agiter les esprits, la trêve politique. Bénin Intelligent embarque ses lecteurs à Agoué où la 10e législature s'offre 3 jours d'immersion parlementaire. Le journal décrit des députés appelés à mieux comprendre les rouages de l'institution dans un contexte de réforme profonde. Sous la houlette de Joseph Fifamé Diogbenou, les élus revisitent les fondamentaux du mandat parlementaire, contrôle de l'action gouvernementale, fonctionnement administratif, diplomatie parlementaire, sécurité institutionnelle, diplomatie aussi. Le quotidien montre un Parlement qui cherche à se mettre au diapason du nouvel ordre institutionnel. Et dans les colonnes du journal, une phrase domine les échanges. Exercer un pouvoir, c'est le comprendre. Une manière pour le président de l'Assemblée nationale de rappeler que l'exercice du pouvoir exige désormais maîtrise, adaptation et collaboration avec les nouvelles institutions comme le Sénat ou le Conseil économique et social. De son côté, la presse du jour tourne son regard vers l'opposition béninoise qui dit, avec une interrogation directe, 7 ans de disette pour les démocrates. Le journal revient sur la session extraordinaire du parti tenue le 9 mai dernier à Cotonou. Les démocrates réaffirment leur ancrage dans l'opposition tout en annonçant une posture qu'ils veulent républicaine, constructive et vigilante. Mais derrière cette ligne politique, le quotidien relève une autre réalité, celle d'un parti qui risque de rester éloigné des leviers institutionnels durant le nouveau cycle politique qui s'ouvre. Pas de députés, peu de relais locaux et donc peu de ressources publiques pour faire vivre l'appareil partisan. La presse du jour pose alors la question de la capacité de l'opposition à exister durablement dans un contexte marqué par la nouvelle logique de trêve politique. Et justement, cette notion de trêve politique est au cœur de l'analyse proposée par Gaskiani Info ce matin. Le journal rapporte l'intervention du juriste et professeur Gilles Badé, ancien secrétaire général de la Cour constitutionnelle, invité par le mouvement Sud dans une approche pédagogique. L'universitaire explique que la réforme constitutionnelle n'interdit pas la critique de l'action gouvernementale. Selon lui, la nouveauté réside surtout dans l'exigence de propositions alternatives. Autrement dit, critiquer, oui, mais en apportant des solutions. Gaskiani Info retient cette formule du professeur. Il s'agit de la courtoisie dans la critique. Une vision, selon lui, qui vise à promouvoir une vie politique plus apaisée et davantage tournée vers la construction. Ainsi, entre formation des députés, repositionnement de l'opposition et débat autour de la trêve politique, voilà comment les journaux dressent ce matin le portrait d'un Bénin politique en pleine recomposition. Ainsi va la presse. Merci à vous, Marcel Achossi. Et ainsi prend fin, mesdames et messieurs, le 164e numéro de cette saison de Bonjour le Bénin. Merci pour l'attention. Restez scotchés au programme de Bénin TV. Le meilleur, c'est ici. À demain.